Puis la COVID a frappé pendant qu'on était là-bas. Les frontières des Américains fermaient 3 jours après qu'on était arrivé. Fait que c'était le chaos. Je me suis fait appeler pour me dire ramène du papier de toilette. Je suis comme mais voyons donc ramène du papier de toilette. Vous paniquez là. La tapine de butane dedans, puis on mettait un filtre à café, puis ton weed était dedans, puis tu le blastais dans un pot de Pyrex, puis tu le faisais dégueulasse. Tu faisais purge ça, tu faisais enlever le gaz qui était dedans sur un bain-marie. Puis après ça, tu fumais ça. C'est dangereux, C'est très dangereux quand tu fais ça à l'intérieur avec une fan électrique allumée puis sur un poêle qui est allumé avec le bain-marie. Ça, c'est très, très, très dangereux. Puis lui, il avait vraiment des génétiques de feu, dont une que comme personne n'avait. Puis même à ce jour, je pense que c'est juste une personne qui l'a encore au Canada. Le vrai Forum Code Cookies, qui est le Girl Scout Cookie que tout le monde voyait sur Internet, sur Instagram à ce moment-là, qui était vraiment cool. Lui puis une autre personne, c'était les deux qui avaient reçu la bouture en tant que telle. Puis ça, je suis vraiment choyé d'avoir pu travailler avec ça, de pouvoir vu l'avoir poussé, de faire du finger hash avec en trimant. Bonjour tout le monde, merci d'avoir syntonisé mon podcast. Vous savez, ce genre de contenu-là serait impossible sans des commanditaires, donc laissez-moi 15 secondes pour remercier les bonbons Crunch Pop, le trip bouffe idéal après une bonne fumette. Je vous mets des images du site web également. N'hésitez pas à profiter de leur offre exclusive. Vous commandez 3 contenants de bonbons, vous avez la livraison gratuite. Merci infiniment à Crunch Pop. Si vous êtes intéressé à commanditer mes podcasts, n'hésitez pas à me contacter, soit par mes réseaux sociaux, soit par mon courriel qui va être disponible dans la description. Le lien du site de Crunch Pop est aussi dans la description, bien sûr. Bon podcast. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast chez quelqu'un que j'ai rencontré dernièrement grâce à des soupers qu'on fait dans l'industrie. Shout out à Jay et à Mike qui organisent ça puis qui me permettent de rencontrer des gens vraiment géniaux. Aujourd'hui, je fais pas exprès, mais j'ai encore un Alex en podcast. On dirait que je fais juste des podcasts avec des Alex, mais ça donne juste comme ça. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Sandman, un professional, si vous voulez, de la brasse de hashish et aussi du pressage de rosine. Quelqu'un qui est dans le marché depuis bien longtemps, le marché pré-légalisation, ce qu'on pourrait appeler le marché médicinal aussi, ACMPR, etc. On va en reparler, mais qui est en train de tenter de passer dans le marché légal. Donc aujourd'hui, on va parler bien sûr de lui, son histoire, son parcours, comment il a découvert le cannabis, qu'est-ce qu'il fait, sa spécialité, ses produits. Vous le voyez, on va pouvoir en tester également. Et on va parler également de tout ce qui est, si vous me permettez l'anglicisme, le struggle ou les difficultés, les différentes étapes et embûches pour passer justement du marché pré-légalisation au marché légal, ou ce qu'on pourrait dire en anglais, from legacy to legal. Alexandre, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi. Ça fait déjà, si tu veux un peu les viewers, disons, ça fait quelques heures qu'on est chez toi. On a eu la chance de visiter ton grow, de faire un press. On va voir des images de ça durant le podcast, c'est sûr. Mais quand même, moi, je te connais depuis à peine quelques semaines. On se discute autour de bonne bouffe puis de bonnes boissons. On se fait des petites puffs à l'extérieur aussi des restos, puis on discute encore plus là. Mais je te connais pas tant que ça non plus. Okay. Fait que je dirais qu'on commence par une petite présentation, ta jeunesse, ton parcours, ton développement, jusqu'à peut-être comment tu as découvert le cannabis puis comment c'est entré dans ta vie. Parfait. En effet, shout out JP, shout out Mike, là, parce que sinon, on ne serait probablement jamais rencontrés. Effectivement. Donc oui, mon parcours, ma jeunesse. Donc, j'ai commencé par le commencement. J'étais un enfant très heureux dans la vie, puis tout allait très bien. À un moment donné, du sport, toutes les activités communes de tout le monde. Puis un jour, j'ai commencé à disloquer sans arrêt d'une articulation. Fait que là, à ce moment-là, la douleur est rentrée dans ma vie. Les médicaments, l'hôpital. Fait que quelques années après ça, je pense que de 10 ans à 14 ans, j'étais sur beaucoup de médications. Puis 12 ans, j'avais essayé le cannabis, mais pas d'une manière comme, tu sais, ça va m'enlever ma douleur. C'était plus, tu sais, on a 12 ans, on veut essayer un petit joint. C'est normal. C'est très récréationnel. C'est très, très, très récréationnel. À 14 ans, je commençais à avoir une différence, par contre. Je voyais déjà que ça m'aidait beaucoup, plus que tout le reste, plus que la physio, plus que tous les traitements qu'ils avaient voulu essayer. Juste pour préciser ta condition qui faisait que tu te disloquais beaucoup, c'est une condition médicale précise? Comment ça s'appelle? Dans le fond, j'ai le syndrome de Ehlers-Danlos, ce qui est une malformation du collagène. Donc, ça affecte les ligaments, tes tissus connectifs, le cartilage. Il y a beaucoup d'autres choses que ça peut affecter, mais principalement, je disloque de partout. Fait que j'ai une accumulation de brisures de cartilage constante. OK. Fait que dans le fond, j'étais sur beaucoup d'antidouleurs pendant une bonne partie de ma vie. Puis le cannabis m'a vraiment sauvé là-dessus. Mais avant ça, j'avais vraiment testé par comme moi-même de voir des bénéfices que ça ajoutait dans les listes de médications qu'on me prescrivait. Puis c'est vraiment très tôt que j'ai commencé à vouloir faire mon propre hashish, parce que j'étais comme curieux.
À 16 ans, j'avais commencé à faire de la brasse, de la bouillie, qu'on appelait. T'as commencé à fumer à 12, 14, tu commences à avoir un peu les bienfaits médicinaux. Est-ce que ça t'a permis justement déjà à ce jeune âge-là de commencer à lâcher des opioïdes ou arrêter certains Non. médicaments ou tu continuais? Les gros opioïdes, c'était comme plus vers de 18 à 23. OK. Il m'avait donné de la codéine au début pour une grosse dislocation. J'avais une épaule qui était figée pendant littéralement 6-7 mois. Là. OK. L'omoplate était sortie, c'était quelque chose. Là. Fait que j'étais très très jeune de prendre la codéine. Ouais, c'était quelque chose. Mais je voyais pas les bénéfices déjà à ce temps-là. J'avais déjà une tolérance, un métabolisme bizarre, dans le fond. Je voyais pas l'avantage des opiacés. Je voyais juste rien. Fait que dans le fond, tu t'étoxifies, t'as pas d'effet autant positif que négatif. Pourquoi est-ce que tu prendrais ça? Fait que j'ai jamais eu j'ai plus jamais eu de facilité de me faire gérer ma douleur avec des médicaments. OK. Fait que c'était plus le mental. Les effets secondaires. Ouais, ben les effets secondaires ils étaient vraiment liés à toutes les pilules ensemble en bout de ligne. T'en donnes une qui ça fonctionne pas avec l'autre, autant pour mettons des antidépresseurs, des anxiolytiques, des choses comme ça. Parce que quand t'es jeune puis que tu as un parcours où est-ce que tu peux pas faire de sport, on s'entend que t'es peut-être pas le plus cool, tout, puis tu fais un peu bully, whatever. Mm-hmm. Tu finis par avoir tu sais, comme être un peu plus down, puis t'es toujours à l'hôpital. Bref, j'avais plusieurs médications ensemble, des antidouleurs, antidépresseurs, anxiolytiques, des antidouleurs neuropathiques, tout en même temps. C'était au point que les pharmaciens, je les regardais, puis c'est comme s'ils me regardaient puis que je reviendrais pas le lendemain. Là. Je reviendrais pas le mois après pour chercher un autre script. Ça, on va se rendre, là, mais dans le fond, c'est vraiment là que j'ai tout coupé one shot pour du RSO. Le cannabis m'a comme sauvé à ce moment-là. C'est vraiment une adolescence, une enfance heureuse, une adolescence un petit peu plus rock'n'roll à cause de cette condition médicale-là qui t'amène à être justement plus dans un état, on va se dire, triste, dépressif. À ce moment-là, ouais. C'était vrai. vraiment ça. Mais c'était plus comme jusqu'à l'âge de 16 ans que j'ai commencé à vouloir faire mon art. OK. Quand les gens, ils préféraient consommer et qu'ils commençaient à avoir des points de vue. T'en fumais déjà, du J'en fumais déjà, je fumais des plombs. C'est à un moment donné, ça a comme fait un virement de bord. Ça a fait de ah, t'es cool maintenant. Tu sais, tu fumes, tu peux avoir des petits produits. Ça veut dire que peut-être qu'on. Fait que ça a viré de bord. Ça a été de heureux à je fais pas de sport à heureux un peu à nouveau, le voir l'hypocrisie un peu les gens, mais c'est pas négatif. Là, ça ouvre des portes. J'aime poser la question à tout le monde que je passe en podcast, mais est-ce que tu te souviens de ta première strain ou achat que tu aurais fait? Qu'est-ce que c'était ou quoi que ce soit? Oui, ben, tout le monde disait que c'était du Québec Gold dans ce temps-là, mais c'était clairement du M39 un peu trop mouillé. Là. OK. L'effet, oh my God, je me rappelle que je voulais toucher un cactus. Je sais pas pourquoi je voulais toucher un cactus. Là, c'était vraiment, ça avait pas rapport. Ouais, c'était vraiment, j'étais comme curieux de ça, puis on n'arrêtait pas de rire. Puis il y a plein de monde qui me disent, j'ai rien senti les premières fois. Moi, je suis comme, c'est probablement la première fois que j'ai senti vraiment de quoi. Tu te rappelles ça, après, t'avais payé combien, puis pour combien? Moi, c'est ce que je me rappelle à quel point je m'étais fait fou. Par chance, c'était 10$ pour un gramme. 10$. Puis c'était vraiment, on a roulé trois joints avec, là, fait qu'il y a des joints comme étirés bizarres, là. Okay. Mais non, on n'avait pas été fourrés au moins là-dessus. D'accord. Ouais. Fait que là, on découvre le cannabis, on découvre le hashish, puis on décide déjà à 16 ans là, qu'on veut faire son propre hashish. Ben, le père d'un de mes amis, il avait des sacs de bubble bag. Fait qu'on savait que ça existait comme ça. Moi, je savais déjà que c'était quoi des types de hashish, naphtaline, qui était comme le plus populaire. Tu pouvais dessiner avec tellement que c'était plein de dégueulasseries, là. Tu pouvais utiliser comme un crayon de cire, en fond, là, ce hash-là, du hash de naphta. Puis, tu sais, t'avais du hash au butane, que c'était les hash des punks de Saint-Hubert qui avaient ça. Ils appelaient ça du hash blanc. Les punks de Saint-Hubert, c'est eux qui avaient le hash blanc. Ouais, je sais pas pourquoi ils les appelaient les punks, là. C'était pas des punks, là, mais juste parce que t'avais du hash au naphta. Tout le monde avait du hash au naphta. Moi, je me rappelle avoir fumé on appelait ça de l'huile de cannabis au naphta. Ça se vendait dans des capes de bière, tu sais, tapé avec du tape électrique, mais du hash au naphta. Oui. Là, moi, quand même, je suis arrivé dans l'industrie du cannabis, là, comme un cheveu, c'est ça. Tu sais, je n'étais pas dans le pré-légalisation. Puis avant la légalisation, je ne me paraissais pas tant que ça à ça. Mais tu mets de l'huile comme ça veut dire que ça faisait comme beaucoup avant. Ouais. Ben pas grave. Écoute, je suis passé par du honey oil aussi. Là. Ça, on en avait fait. Puis ça, c'était au butane d'habitude qu'on faisait ça. Au naphta, dans le fond, je sais pas c'est quoi la technique. Je sais que tu dois pogner ton huile, puis après ça, tu le réintègres avec probablement du pot grindé ou du kiff. Là. Mais je sais que c'est vraiment dégueulasse si t'es capable de dessiner avec ton hache sur une feuille.
je suis un peu out of the blue, puis les viewers vont voir rien de moi, les spectateurs, mais j'avais tout le temps l'impression que le hashish à la base, c'était tout le temps comme solventless, là, tu sais, qu'on avait pas une espèce de solvant, mais bon, on va rentrer dans la fucking Achat d'huile, c'est ce qu'il y avait. Tout le monde qui disait qu'il y avait de la bouée, en général, c'était vraiment pas fait à l'eau. Il y avait beaucoup d'achetots naphtha sur le marché. Tu sais, la résine que tu pensais qu'il faisait dans ton baguette, c'était pas de la résine. Okay. Il y en avait des fois, mais non, c'était vraiment des corps gras, du gaz, des affaires que tu veux pas avoir dans ton corps. Là. Si ton hache te coûtait 5$ pour ton gramme. Là. Puis, t'avais-tu déjà l'espèce de minding d'esprit, je les anglicismes aujourd'hui. Non, c'est correct. C'est pour moi, c'est le spectateur. Mais est-ce que tu avais déjà l'état d'esprit de te dire, OK, je ne veux pas retrouver, moi, dans ma consommation des produits comme ça? Non. Je voulais juste faire du hash, puis je pensais pas à comment faire exploser des affaires comme non. C'était vraiment. Je pensais partout. T'en as fait aussi des trucs avec des salles. Oui. Mais non, c'est correct. Non, mais j'ai vraiment. J'ai été curieux. C'est quelque chose qui m'a vraiment. Pas nécessairement. C'est une passion, clairement. Je fais ça depuis toujours. J'ai toujours eu des jobs normaux, des jobs légaux de tous les jours. J'étais à l'école, j'ai étudié, mais je me venais toujours à vouloir expérimenter avec ce que le cannabis pouvait faire. Fait que oui, j'ai passé dans tout. Mais dans le fond, de hash au naphtha, c'était ce qu'il y avait partout au début. Après ça, il y avait de la bouée qui était pas de la bouée. Il y avait du marocain qui était pas du marocain, c'était du hash coupé. Là. Par chance, t'en avais du afghan ou du marocain, mais ça, fallait que t'aies des bons contacts ou que tu sois prêt à payer le bon prix. Fait que là, t'avais les sacs de ton père. Non, pas de mon père. Oh non. Moi, mes parents, cannabis, gros non. Tu sais, maintenant, obviously, ils l'acceptent, là. Mais non, c'était vraiment pas weed-friendly chez nous, là. Okay, c'était très athlète, des professeurs, ouais. Tout était destiné à quel genre? T'avais-tu une espèce d'idée de carrière, là, secondaire, de lui, cégep? Ben, j'ai fini par étudier en psychologie, mais je voulais pas nécessairement devenir psychologue. Je suis toujours intéressé à comment l'humain fonctionnait à l'intérieur de sa tête. Tu sais, j'avais des bonnes notes à l'école, j'avais pas de problème dans quoi que ce soit. J'ai arrêté d'étudier quand il y avait la grève des carrés rouges, c'était une bonne façon de pouvoir arrêter. Puis juste rentrer dans le marché du travail encore plus, puis juste prendre de l'expérience, puis commencer à faire des choses que je voulais faire. J'aimais pas étudier. Puis j'avais pas à étudier. Tu comprends? Il y avait les deux côtés. Si t'apprends rien, c'est juste, ben même que ça soit intéressant ou pas, j'absorbe ce qu'on me dit comme, c'est rare qu'il faut que quelqu'un me se répète pour moi. Là. Fait que, ce que j'aurais été destiné, je pense qu'à 6-7 ans, mes parents voulaient que je devienne avocat, là, ou peut-être docteur comme ma sœur. Mais c'est pas pour moi. Je respecte énormément les métiers comme ça. Il en faut tout plein, surtout médecin, c'est fou, mais j'ai découvert, on va s'y rendre, qu'il y a beaucoup de bénéfices, puis que j'ai quand même aidé beaucoup de monde avec mes produits comme. Puis c'est vraiment ça que je veux faire à long terme. D'accord. On va revenir 16 ans, on brasse notre premier hash. Ouais. Ça, c'était vraiment, vraiment dégueulasse. OK, je vais me mettre en contexte. On sait de nos jours qu'il faut que tu brasses dans un environnement froid, avec de l'eau froide, tu sais, très sanitaire. J'étais dans un solarium. En partant, là, solarium milieu de l'été, avec des buckets d'eau, du robinet dégueulasse. Pas de glace. Pas de glace. Ben, ouais, OK, il y avait de la glace, mais c'était comme l'équivalent de 3 des cubes de glaçons, là. Des racks qu'on a dans nos congélateurs. Ouais, il y a l'équivalent de 3 de ça dans le pot. Ah ouais, c'était ça qu'il y avait, puis c'était vraiment ça. Puis on y allait avec une drill à béton. Okay. Puis c'était vraiment une mèche pour peinture, là. On est allé, puis on a brassé. On a tout ramassé la soupe, puis au lieu de le faire sécher normalement, on a fait une boue. Puis on a laissé ça dans un shoebox avec une petite fan d'ordinateur. On se trouvait comme cool là-dessus. Là. Mais non, ça a dû être vraiment, vraiment très bon pour la santé. Ouais, ben oui, parce que du carton. Oh, ouais, c'est vraiment d'un bord ou de l'autre, là, ouais. Ouais. C'était vraiment, vraiment genre. Ben, c'était probable. Pourquoi les gros, j'avais pensé faire le coup du genre aussi avec une femme, tu sais, se faire une box. Ben oui, ouais. Ça, je connaissais du monde qui en avait fait des cool comme ça avec du plywood, puis vraiment, c'était un grow box, là. Probablement très dangereux pour que ça pogne le feu. C'est pré-LED, là. Mais, ben ouais, dans le fond, on avait mis ça dans un shoebox. C'était vraiment bon. C'était bon. Ben, je pourrais pas dire que c'est bon comparé à ce qu'on a de nos jours, là. Les standards ont changé. Mais c'était bon comparé à bien des affaires qu'il y avait, ce qui veut dire qu'il y avait vraiment beaucoup de produits mauvais sur la rue, sur le marché. NAFTA, non, ça coûtait comme
ce que le weed sentait, genre, ça goûtait comme ce qu'on appelait le pollen, qui est actually des trichomes, là, des glandes, d'un peu de tout. Mais ça goûtait bon, malgré que ça avait été comme probablement vraiment pas bien séché du tout. Ça goûtait meilleur. Avec amour, quand même. La mèche à béton, non. Clairement pas. Ça a été fait avec curiosité puis essayer de faire comme du hash qui ne coûtait pas aussi cher que d'acheter. Ouais. Dans le domaine. Ouais. Tu te rappelles ça à peu près, genre la quantité de fleurs, qu'est-ce que vous avez sorti en quantité? C'était un quart de livre de M39, puis la quantité, on n'utilisait pas de balance à ce moment-là. Là, fait que c'était une boule de... Une boule, d'accord. Ouais, c'était vraiment ça. On n'avait pas d'intention de comme voir les ratios de retour. Là. C'était probablement vraiment pas très bon. Ah, ouais, c'est vraiment le M39, là, je pense aux 2-3 shots après, quand on a commencé à évoluer, là, mais... Okay. Ouais. Puis là, vous ne l'avez pas microplané, rien, là, juste laissé... Non. Le papier sur lequel tu es censé... L'espèce de mèche qui te donne pour pouvoir comme sécher dessus, on s'en est servi pour squeezer l'eau. C'était vraiment, on a moulu la boule avec de l'eau encore dedans. Puis il y en a qui font ça puis qui font juste le congeler puis qui le mettent au micro-ondes après. Hein. Fait que faut dire que c'était pas la pire chose à faire à shoebox avec la fan. Ouais. C'est pas mal mieux nos jours. Puis là, ben, à ce moment-là, je veux dire, on a 16-18 ans, t'es pas déjà en train de te spécialiser et de vouloir gagner ta vie avec ça, là. Non. T'as du travail, t'as des jobs. Ouais, j'ai des jobs, j'ai de l'école, j'allais à l'école, j'avais du hashish, j'en avais quand même un peu plus pour mes amis, là, mais c'était pas, je pensais pas changer le monde avec le cannabis à ce moment-là. C'est ça, j'avais de l'importer rendu au cégep, de l'afghan puis du marocain, puis c'était du vrai, c'était pas de l'ours comme qu'on avait ici. Fait que ça, c'était vraiment très bon, j'étais chanceux de pouvoir rentrer en contact avec les gens qui en avaient, fait que c'est ça, j'ai toujours aimé le hash plus que le cannabis à ce moment-là, parce qu'il y avait pas tant de bon cannabis sur le marché, tu sais, où il y avait du 39, il y avait du PTP à un moment donné, t'étais cool, du Pure Power Plant. Ouais, on l'appelait quelque chose d'autre, nous, mais je m'abstiendrai, là. Mais, ouais, je veux dire, quand l'exotique est arrivé... non, mais c'est vrai, t'avais du hydro ou du exo, c'est vrai. Ouais, mais ton exo, c'était comme du jack, là. Mais je parle des vrais strains comme exotique. Tu sais, je me rappelle encore le premier jour qu'on a eu du Purple Kush pour la première fois puis que le monde ne comprenait rien. Là. Ça les assommait, là. Ouais. C'est pour nous que c'est rendu désuet, mais en ce moment, je suis comme, j'aimerais ça, du vrai Purple Kush de back then. Ça serait pas mauvais, là. Mais ouais, non, c'est là que ça a vraiment changé, puis que j'ai commencé à plus apprécier la fleur, parce que le hash, je commençais à trouver ça dégueulasse, la cigarette dans une bouteille, tu sais, on n'était pas en dab, là, ça n'existait pas, là. L'huile de hash, que tu sais comment elle a été faite après, tu veux plus la fumer, là. On n'avait pas à fumer ça de façon distinguée, c'était ça, c'était la cigarette dans la bouteille Naya toute journée, puis... C'est de la résine, man, c'est de la résine. Oh non, c'est de la fumée, puis ta bouteille de plastique qui fond, man. Tu sais, si t'étais moindrement point pire, t'avais une bouteille de bière, tu faisais un trou dedans, là. J'avais juste à faire un shout-out à toutes les personnes présentement qui sont en train d'écouter ce podcast en se faisant du plomb sur une cigarette dans une bouteille Naya. Laisse un commentaire. J'ai absolument rien contre cette méthode-là, là. Je veux dire, tu sais, j'ai des amis qui ils vont prendre la rosin pour faire ça, là, pis c'est pas des jokes, pis c'est comme, écoute, si c'est ta méthode, tu l'as jamais changé, tu veux pas changer ton rituel, j'ai rien contre. Moi, mes poumons, ils peuvent plus le prendre, c'est tout. Non, c'est ça. Ouais. Bon, fait que là, on a passé du hash, on avance tranquillement, on vieillit. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir, justement, dans le marché médical, pré-légalisation? Emmène-nous donc vers là. OK. Bon, ben là, excusez. Donc, à 19 ans, chez Wiggy's, j'avais eu ma première carte médicale pour du cannabis. Wiggy's, c'était sur Jean-Talon, mais à Montréal-Nord. Organe clinique. Ouais. C'était sur Jean-Talon? Non, c'était pas Jean-Talon, excusez, c'était sur Jarry. Ouais, c'est un dispensaire médical qui fait que tu aies ta carte, tu as une référence d'un médecin. Après, c'est la même formule que la Croix Verte qui existait longtemps. Le Club Compassion. Oui, exactement. C'était un peu après que le Club Compassion, ça fait depuis toujours qu'il est là. Mais c'était dans ce style-là. Puis t'avais une carte, fait que t'avais une note du docteur, puis après ça, une note de ta carte, puis tu pouvais acheter un certain montant par jour. Puis ça m'a amené à finir par avoir ma MMR un an après, parce que j'étais comme, OK, c'est... Il y était le permis pour en faire pousser toi-même. Pour en pousser toi-même, ou avoir des quantités, ou désigner des pousseurs, qui est devenu le MMPR, parce que là, parce qu'avant ça, MMAR, t'avais des pousseurs délégués, mais t'avais pas des compagnies comme MedRelief, Tilray, qui était médical strictly avant la légalisation. Okay. C'était vraiment, t'avais des désignés,
puis ou tu avais le choix de pousser toi-même. Fait que c'est un peu différent. C'est devenu le MMPR pour enlever les droits de poussage aux gens. Ah, Oui, pour avoir des grosses compagnies qui te vendent du cannabis médical à des prix ridicule. ouais, comme 12,50 et 15 $ le gramme pour ceux qui fonctionnent vraiment bien pour toi, mais t'en as comme 50 grammes presque par mois, ça coûte cher en salle. Tu sais, il en fallait des compagnies comme ça pour au moins faire le test que ça fonctionne, mais les prix faisaient pas de sens, puis les assurances n'existaient pas pour ça en ce moment-là. Puis après ça, c'est devenu la ACMPR. Okay. Pour ceux qui connaissent un peu moins les termes qu'on utilise présentement, le SCMPR, c'est le nom du permis de cultivation au Canada, dans le fond. Il faudrait que je retrouve l'acronyme et que je le fasse apparaître en bas. Je pense que dernièrement, ça a encore changé aussi, ça a un nouveau nom. C'est le même acronyme, mais c'est genre, ils ont changé les mots dedans. Là. Fait que toi, de ton côté, qu'est-ce que tu es allé chercher exactement? Je te laisse nous raconter comment tu es allé vers là, puis c'est parti. Fait que dans le fond, quand j'ai été chercher ma licence, c'est que je voyais déjà vraiment les gros bénéfices d'antidouleur qui pouvaient. Je sais pas si c'était vraiment l'antidouleur dedans ou le fait que ça pouvait changer mon mindset pour la douleur. Parce qu'encore là, si des narcotiques n'enlèvent pas la douleur, est-ce que les antidouleurs fonctionnent? Je pense que c'est plus une question dans la tête, mais ça, c'est however you want to see it. Mon médecin de famille, elle voulait pas me le prescrire, mais elle m'a référé à un médecin qui était spécialisé, qui était au début au Children's, puis après ça, c'était devenu à l'Université de McGill dans les recherches de cannabis médical, Dr. Mark Ware, que là, je pense qu'il travaille pour une grosse compagnie, je me rappelle plus laquelle j'ai vu, mais il est sur le conseil d'administration d'une compagnie récréative. Mais le gars, il avait vu tout le potentiel que ça pouvait m'amener. Il m'a dit, oui, il te faut peut-être ta licence, tu sais, t'es jeune. Il va déjà te donner des doses incroyables de hydromorphone. Tu devrais vraiment considérer de pouvoir le cannabis dans ta vie. Fait que je te donne une référence pour n'importe quel docteur. Lui, il avait pas le droit de le prescrire puisque c'était un docteur de recherche. Okay. Mais il avait donné une référence pour que n'importe quel docteur puisse me le signer. Okay. C'est même que j'ai eu toutes mes cartes comme Wiggy's, Clio Compassion. J'ai jamais pris ma carte là-bas, mais j'aurais pu. Puis j'ai eu mon SCMPR en bout de ligne, pas SCPR, j'ai eu mon MMAR en bout de ligne parce que le docteur, je dirais pas son nom, mais il me l'avait signé. Parce qu'il voyait bien que les médicaments qu'il me prescrivait, ça menait pas nulle part. C'était pas que c'était pas efficace, c'est que ça augmentait trop vite. Puis c'est moi qui ai fini par tout couper parce que je voyais vraiment. Quand tu passes de 32 mg de dilodide par jour à du fentanyl du jour au lendemain, ben tu te dis peut-être que ce serait pas une bonne idée. Si t'es à 23 ans, j'ai juste fait non merci. Fentanyl? Ouais. Non, ouais, 32 mg de dilodide aussi, c'est vraiment affreux. Là. Ça, c'est le monde qui ne connaisse pas ça. Vraiment connaissant. Ouais. Peux-tu des nouvelles justement pour les personnes qui auraient peut-être des références de connaissances? Du dilodide, c'est de l'hydromorphone. Dans le fond, c'est de la morphine 8. C'est 8 fois plus fort que de la morphine. C'est ce qu'on donne à du monde qui ont vraiment des grosses douleurs, comme mettons, opération cœur ouvert, tu vas avoir 4 mg aux 6 heures. C'est 32 mg par jour, fait que c'était 8 aux 4 heures. Puis j'avais encore mal. Fait que, tu sais, j'avais pas une dépendance, ce qui est encore une affaire bizarre, parce que j'ai arrêté vraiment du jour au lendemain avec tout le reste. Mais bon, ça servait à rien dans ma vie, dans le fond. Fait que j'ai changé ça pour du Rick Simpson Oil parce que il a dit, je peux pas t'augmenter dans le dilodide. Fait qu'on va y aller avec soit de l'hydrocontin, qui est comme du dilodide en continu ou du fentanyl. Puis moi, j'avais déjà entendu parler de fentanyl, c'est dangereux. C'était pas encore aux nouvelles pis tout, comme des morts constantes, mais j'étais juste comme, ça sonne vraiment pas bien, ça. Non, puis l'autre qui me donne l'hydrocortisone, moi, ça me fait penser à l'oxycontin. Les gens donnent un gros à ce médicament-là. Le docteur reste encouragé à donner des plus grosses doses aussi. Aux États-Unis, vraiment. Ben, l'oxycontin puis l'hydrocontin, ben, dans le fond, le dilodide puis l'oxy, c'est des... Si t'es allergique à un, ils te donnent non. Fait que c'est comme pas la même molécule, mais c'est pour traiter les mêmes problèmes. La dépendance est autant intense des deux côtés. L'oxy, je pourrais pas dire c'est plus comme quoi, mais le dilodide, c'est plus comme l'héroïne, genre. L'oxy, c'est comme plus, je sais pas. Tu disais que tu as réussi à t'écarter un peu de ça, comme justement ton docteur, ton contact, tu as référé plus vers le cannabis, puis tu allé chercher le Rick Simpson Oil. Ouais. Là, je tiens à le répéter encore, le Rick Simpson Oil. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi, puis c'est fait comment pour quelqu'un justement qui connaîtrait moins ça? Donc, c'est une huile complète de spectrum de cannabis que tu fais imbiber dans un alcool ou un gaz. Il y en a qui font ça avec du gaz blanc. Il faut juste vraiment avoir un bel espace pour évaporer le tout, puis être sûr qu'il n'y a plus rien dedans. Mais ça enlève tout ce qui est dans ta plante. Si c'est des feuilles, si c'est de la trim, si c'est du bud, tout va être sorti. Puis ça devient une forme vraiment très concentrée de l'huile en tant que telle. C'est ce qui donnait au monde qui avait le cancer au début quand ils faisaient des traitements avec du cannabis. Il y a une vidéo très connue aussi du monsieur sur YouTube, sur Internet en général, qui a le Parkinson. Je pense qu'il fait le sévère Parkinson. Ça rappelle un peu le une goutte. Oil. Ça arrête. Ça arrête en 5 minutes. Il est calme, il est capable. C'est incroyable comment que ça peut aider les gens dans
dans plein de façons. Là. Puis oui, dans le fond, mon syndrome, je shake beaucoup parce que ça affecte mes nerfs en bout de ligne. Là, j'en prends plus du Rick Simpson Oil, mais si je me faisais mes teintures qui sont l'équivalent, j'y prends le soir, ça aide énormément. Tu sais, je dis pas que c'est ça tout seul qui peut guérir le cancer, mais j'ai vu des bénéfices incroyables avec des teintures puis du Rick Simpson Oil que je faisais aussi par la suite pour des gens qui m'approchaient, que ça fait de la grosse différence. Là. Ça a vraiment, vraiment aidé. Là. Ils ont fait leur traitement de chimie aussi. Hein. Je dis pas que c'est ça qui a guéri, mais tu sais, quand t'es rendu en phase 3, borderline 4, t'es pas censé revenir, mais finalement, tu t'en sors, là. Il y a un petit potentiel, là. Tu sais, il faut avoir foi aussi. Ouais. Juste de réussir à aider des gens comme ça à avoir moins d'effets secondaires des opioïdes, puis moins de danger de tomber en tout ça. Ouais. Je pourrais faire un podcast juste là-dessus, même complet. Je peux juste inviter pour toi. Ouais. On est rendu à brasser du hache, avoir son permis CMPR. Tranquillement, pas vite, on s'en va vers. Ah, je suis. On est encore loin. Ah, ouais, on est encore loin, là, parce que là, Rick Simpson Oil, c'est là que j'ai rencontré la personne avec qui j'ai commencé à faire du shatter. OK. Parce que, en fait, j'ai fait du shatter 2 ans avant ça, en 2012. Du shatter, c'était comme. Ça n'existait pas, là, c'était du earwax. Fait que c'était blaster du weed, blaster. Une extraction de cannabis avec du butane. Le terme c'était blaster parce que tu blastais ton weed, là. Un turkey baster. Truc pour une pipette à je sais pas, à jus pour dinde, là. Pour carrément infuser dans la dinde. Ouais. Dans la ouais. Fait que tu avais un bout qui était plus petit, fait qu'on mettait la pile de butane dedans, puis on mettait un filtre à café, puis ton weed était dedans, puis tu le blastais dans un pot de Pyrex, puis tu le faisais dégueulasse. Tu faisais purge ça, tu faisais enlever le gaz qui était dedans sur un bain-marie. Puis après ça, tu fumais ça. C'est dangereux, ce fuck-là. C'est très dangereux quand tu fais ça à l'intérieur avec une fan électrique allumée puis sur un poêle qui est allumé avec le bain-marie. Ça, c'est très, très, très dangereux. J'ai l'impression que tu m'as déjà fait. Je sais pas, peut-être pas. Je ne me pariais pas là-dessus, mais je peux dire que par expérience, il y a du monde qui a été chanceux dans leur vie en faisant des essais erreurs. Le nombre d'histoires d'horreur qu'on entendait quand on était jeune de tel appartement qui explose parce que quelqu'un est en train d'essayer de se faire un shadow. Ah ouais, ça. Et dans le fond, à ce moment-là, j'ai le gars qui m'avait fourni le Rick Simpson Oil qui a comme changé ma vie. Autant que je l'aime pas comme personne puis qu'on a eu des mauvaises situations à travers justement des contrats pour des personnes médicales avec du shatter. Il m'a beaucoup appris puis il m'a beaucoup aidé. Parce que si j'avais pas rencontré pour ça, j'aurais pas su comment le faire, j'aurais pas pu aider tout le monde. Le shatter, ça a été fait partie de ma vie pendant un gros bout. Parce que les extraits, c'est ça qui a vraiment fait la grosse différence. Là. Pouvoir consommer des dabs et avoir de RSO, c'est là que plus jamais j'aurais considéré prendre aucune médication. Là. J'avais tous les effets qu'il fallait. Tu sais, c'est la tolérance que j'avais avant au cannabis, c'était vraiment plus élevé, mais ça m'aidait à pouvoir faire à travers ma journée les quantités que je pouvais consommer de l'huile. Aucune douleur, aucun tremblement, aucun rien. C'était vraiment, vraiment, vraiment pertinent dans mon cheminement pour pouvoir améliorer ce que je fais maintenant. Il y a des techniques quand je faisais le shatter dans la façon qu'on finissait le produit que j'ai appliqué à le flower rosin, que ça, j'avais découvert pendant que je faisais encore du shatter, puis que c'était pas encore popularisé ici. Fait que ouais, j'ai fait beaucoup d'extraction de butane pendant 2 ans à peu près. Okay. Puis c'est à ce moment-là que j'avais appris l'importance des génétiques. Parce que c'est ça qui faisait un bon résultat final. Commencer à voir la différence entre les génétiques qui donnent un bon yield en shatter, un bon. Le rendu, dans le fond, le rendu était gros, mais c'est aussi la qualité du produit était supérieure, les goûts, les effets qui sont complètement différents d'une sorte de pote à l'autre. C'était pas juste t'étais buzzé, là. Tu voyais vraiment clairement la différence. Puis en tant que tel, mettons, on va parler d'un cannabis qui va être bon pour faire du hash, pour faire de la rosine. On sait que ça va être quelque chose qui va être, par exemple, un gros producteur de trichome, ça va être fibrosity, tout ça. Pour le shatter, c'est encore les mêmes specs qu'on cherche ou c'est des trucs différents? Ou? Donc, vu que c'est un hydrocarbone, ça va un solvant, tu vas pouvoir sortir beaucoup plus que quand tu utilises de l'eau qui est censé être solventless, mais c'est quand même un solvant, c'est le solvant universel. La pression, la température du gaz t'en retire beaucoup plus. Fait que oui, tu veux avoir le plus de trichome possible, mais tu vas en sortir vraiment plus en général avec du butane qu'avec de l'eau. Tu prends 2 fois le même produit, puis c'est sûr que tu en as moins dans ton extraction à l'eau. Mais en termes, quand tu dis justement que tu commences à voir les différences entre telle ou telle génétique, est-ce qu'après un certain temps, tu es capable de dire, donc, pour du shatter, c'est telle sorte de génétique que je cherche pour ABC? Écoute, honnêtement, si t'avais quelque chose en bas de 20% du shatter, c'est que c'était juste pas du bon pod. Tu sais, c'était plus dans le sens que le gars avec qui je travaillais, lui, était breeder.
Puis il y avait vraiment des génétiques qui étaient complètement différentes de ce qu'il y avait sur le marché. Tu sais, il y avait encore juste le PPP ou du Killer Kush, du Candy Kush, du Cotton Candy, des choses comme ça. Puis lui, il y avait vraiment des génétiques de feu, dont une que comme personne n'avait. Puis même à ce jour, je pense qu'il y a juste une personne qui l'a encore au Canada. Le vrai Forum Cut Cookies, qui est le Girl Scout Cookie que tout le monde voyait sur Internet, sur Instagram à ce moment-là, qui était vraiment cool. Lui puis une autre personne, c'était les deux qui avaient reçu la bouture en tant que telle. Puis ça, je suis vraiment choyé d'avoir pu travailler avec ça, de pouvoir vu l'avoir poussé, de faire du finger hash avec en trimant. C'était incroyable. Là. Fait qu'il y a vraiment des belles affaires. On est rendu en quelle année à peu près, puis t'as quel âge? Ça, c'est 2014 à 2016 que j'étais avec lui. Fait que 24 à 26 ans. Okay. Tu sais, les génétiques là-dedans, c'était insane. Là. Il y en avait une que vraiment, je pouvais vraiment dire qu'elle m'enlevait ma douleur puis mon anxiété en même temps. Puis, comme dans notre industrie, il y a vraiment un problème que je reconnais, c'est l'ego. Ben, il est devenu quelqu'un d'autre, puis il a tout laissé tomber pour des génétiques qu'on lui avait demandé de pousser pour avoir un tel montant, whatever. Ça a juste tout flop. Il a tout perdu ses affaires, puis il a perdu ses génétiques en tant que tel. Puis ça, c'est vraiment de valeur parce que il y avait des mines d'or. Là. Il venait de faire un croisement quand on avait été à Karma Cup du Afghani de 1983 à du Bubblegum de 1988. Il a fait le même Afghani à du Cookies, puis il a fait le même Afghani à du Blueberry des années 90. Puis il était incroyable. Là. Il était folle. Là. Comme ce jour, je voudrais ça pour faire du hash parce que c'est clair que ça va bien résonner. C'est perdu. Tout pour un peu de fame. Et pour résumer, c'est parce que cette personne-là est passée justement du marché de pré-légalisation au marché légal, puis il s'est fait consulter ou donner des conseils qu'il devrait faire autre chose. Non, il était vraiment juste MMR, il était Disney Grower, il était pousseur pour une place MMR où tout le monde a cumulé la licence. Puis, mais Instagram, c'était les réseaux sociaux, en fond. C'est vraiment ça, c'est que tu deviens connu puis tu deviens cool. Fait qu'à un moment donné, il y a du monde qui passe leur tête par la porte. Fait que là, pour lui, j'imagine qu'il s'était fait donner des génétiques pour un certain montant, là, pour les pousser, pour faire advertise les seeds de ce gars-là. Oh, ouais. Il voulait que sur ces réseaux. Ouais, team up with this cool guy. En tout cas, ouais. Je me suis pas proposé un jour de faire c'est ça, être vendu. Ben, c'est vraiment ça. Puis c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont perdu là-dedans, incluant les patients. Là, fait que c'est pas la fin du monde. Là-dedans, j'en ai beaucoup appris. Fait que je suis grateful pour cette expérience-là. Les côtés négatifs, il y en a un peu de tout, mais si tu gardes le positif, tu vas de l'avant, c'est correct. Parce que là-dedans, c'est là que j'avais commencé à avoir un peu de popularité dans mon ancien Instagram. Puis j'ai commencé à parler avec du monde aux États-Unis, des techniques comme la rosin, que quand je faisais encore du chatter, la flower rosin en Oregon, puis dans Washington puis Californie, il y avait 2 personnes que je followais qui avaient des petites presses pour la flower rosin, puis c'était zéro connu encore. Là. C'était le fun d'en parler parce qu'il y a des vidéos qui ont émergé du net dernièrement, des vidéos sur YouTube qui étaient là, je pense, depuis justement 2014 ou 13 ou quelque chose comme ça, d'un gars qui appelle ça genre rosin, flower, rosin ou wash rosin. Je sais pas, le produit avait super oxydé dans un pot, mais le monde, on dégobe ça dernièrement sur les réseaux sociaux, genre Reddit de rosin, des choses comme ça. Hey, regardez les gars, on dirait qu'il y avait des gens, déjà quelqu'un quelque part qui avait fait le test ou qui essayait de faire ça. Ben, OK, fait que ça me ramène, je vais juste avoir un flash. Là. Je te montrais la photo, tu pourras montrer aux viewers. J'avais essayé de faire comme une espèce de shatter avec du bubble. OK. Comme vraiment, j'avais fait le même principe que comme comment qu'on purgeait, c'est qu'on avait une technique. Direct sur le hash. Dans le fond, j'avais fait mon hash à glace, je l'avais fait sécher comme, il appelait ça du ice wax. T'avais Matt Rice qui expliquait comment faire ça. Fait que j'ai fait du ice wax, mais je l'avais comme shatterized d'une manière que je utilisais, mettons, du vieux shatter dégueulasse qui collait pas, du crumble qu'on me donnait, puis je le rendais genre en vitre. J'ai fait le même principe avec ça. Puis j'ai tombé dans mon Google Drive, puis j'ai vu ça, puis j'ai fait, c'est littéralement il y a 10 ans, j'avais du comme shatter, mais qui était solventless. Oh shit. Fait que c'est comme, dans le fond, avant même que la rosin, je voulais déjà dabber du hash, hein. Fait que, ouais, c'est fucké, ça. Ça me fait des petits flashbacks. Yeah. Là, tu parles de plein de bonnes génétiques. Là, tu me donnes le goût de fumer. Je sais pas si Ah, ouais. OK, ouais, je veux que tu nous emmènes justement de comment t'es passé de faire du shatter puis tout ça, une RPA je vais te préparer une top. C'est à toi de celui-là, du rubber bands. C'est quelque chose que j'ai fait le hunt. Ah, ben, tu veux-tu essayer du banana cooler vu que t'as déjà fait le rubber bands? Le rubber bands, j'ai déjà essayé. Vas-y pour celui-là, c'est un de mes préférés ces temps-ci. Peux-tu t'emprunter ton R9? J'ai une équipe technique, guys, derrière nous qui peuvent m'aider. J'ai même pas besoin de le lever. Maintenant, c'était là. C'est ça, hein, la belle vie. Hey, écoute, man, on passe de faire des podcasts sur Discord à se déplacer avec 2 caméras, venir fumer du hash puis regarder un gars presser ça. C'est pas pire.
Fait que ouais, dans le fond, de shatter à rosin. Fait que là, comme je te dis, je parlais à du monde aux États-Unis qui faisait de la flower rosin. Je me suis acheté une presse de Chine, comme une presse à t-shirt ou une presse à imprimer, dans le fond, qui était pneumatique. Je voulais faire le test, là. Je voulais faire ça parce que c'était une fortune aux États-Unis puis c'était fait facilement, là. Finalement, l'équipement était vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment pas fait pour. Puis j'ai détesté la rosin immédiatement. J'ai pas été patient avec ça. J'aime le regard que t'as fait en sortant ça. Tellement fucking bon, man. Fait que dans le fond, cette presse-là, je l'ai mis de côté. J'ai continué à jouer un peu avec le BHO. On faisait comme des diamonds, comme nos amis aux États-Unis faisaient, avant que ça devienne quelque chose ici. Puis ça cognait vraiment fort. Puis là, j'avais un ami qui avait une presse de flower rosin, qui faisait de la flower rosin avec sa licence médicale. Il était vétéran, puis il se faisait donner son produit, fait qu'il pouvait se faire ses dabs lui-même. J'ai essayé. Puis j'ai comme recommencé à aimer ça. Puis la bonne méthode, c'était d'acheter des plaques chauffantes, puis la 12 tonnes de Canadian Tire. Puis j'ai commencé à faire de la flower rosin à ce moment-là. Donc 2017, j'étais vraiment rendu flower rosin over anything else. Puis c'était always from there. OK. Ouais. OK. C'est pas intéressant. Ben oui. Parle-moi de ce que je peux. Banana Cooler. C'est du banana cream. C'est une génétique de Seed Junkie. J'ai fait le Pheno Hunt que j'ai commencé en fin 2022. C'est banana cream cake à je pense que c'est du sherbet. C'est biscotti sherbet backcross, si je me trompe pas. En gros, c'est fruité, mais pas d'une manière comme bonbon. C'est comme c'est fruity, sweet, chimique un peu. Puis, ben, toutes mes affaires ont beaucoup de gaz. C'est toujours gazeux. Mais tu sais. Citronné, c'est fruité, fait que je comprends le banana, c'est crémeux, c'est comme. C'est pas comme. T'auras pas le goût de banane, là. C'est comme un fruit chimique gazeux, genre. C'est le même que je le dirais. Yeah. Un peu les bonbons de banane sucrés, mais avec trempé dans le gaz. Ouais, ben, ouais, des banana runs dans du kérosène, genre. Bon, j'ai goûté à son mimosa pour commencer le podcast. J'en ramène une jar, c'est ça. Je sais pas comment je vais faire, il va falloir que j'y vole, mais bon, ça fait juste. C'est cadeau. D'orange, man, c'était complètement insane. Ça, c'était. Ouais, c'était fait à l'extérieur, c'est vraiment bon pour l'extraction en passant. Oui. Ouais. Oui, donc rosin. Flower rosin. Donc, la rosine à partir de des fleurs, pour ceux il y en a qui suivent depuis longtemps, il y en a qui arrivent, ils n'ont aucune connaissance d'idée de qu'on parle, pardon pour le sac, maman. Mais, tu sais, quand on fait de la rosine, c'est qu'on presse avec de la pression puis de la chaleur. Présentement, ce que vous allez avoir vu aujourd'hui comme image, tout ça, c'est du hash rosin quand on presse du hash. Mais avant de faire du hash rosin, on faisait de la rosine de fleurs, c'est-à-dire mettre des buds de cannabis directement dans un petit sac, les presser. Avant même ça, c'était avec le fer plat dans le parchemin direct. Yes. Tu récoltais ça. Puis j'avais fait ça avec du Midnight de Mad Relief, qui était probablement un des meilleurs goûts de dab. Même à ce jour, c'est la flower rosin. Je sais, je fais de live rosin, tout le monde va hate. C'était un des meilleurs dabs que je pouvais avoir. Là. Puis ça a un bon effet parce que c'était du 2 pour 1. Mais... Je suis tellement d'accord avec toi. Je le convertis lentement mais sûrement au hash. Ah non, mais... Je le convertis, mais pendant longtemps. Mais attends, je vais aller chercher du Black Cherry Punch que j'ai fait récemment pour un ami, c'est jour et nuit avec la fleur. Yes, Warlow qui est dans le background. C'est juste ça. Moi, j'étais le même pareil. Parce que le monde, il sortait le hash rosin à ce moment-là, puis je stickais sur ma flower rosin. Et avant l'égalisation, je m'étais fait un petit collant pour comme, tu sais, advertise, là. C'était heavyweight concentrates, parce que, tu sais, heavyweight, puis c'était une ceinture de lutte. C'est que c'était vraiment juste, c'était important le branding qu'on va en arrêter, mais je pense qu'on t'en parler un petit peu avant qu'on commence le podcast. C'est quoi ta vision, justement, du branding? Pourquoi on a besoin d'avoir des logos comme ça? Puis, Premièrement, pour se distinguer, pour avoir un brand awareness qui fait en sorte que le monde voit tes produits. Le monde sont captivés par ça, plutôt qu'un petit pot vide, un petit pot avec des couleurs, ça attire l'œil en partant. Là. Les réseaux sociaux sont vraiment actifs là-dessus. Moi, dès la légalisation, j'ai vu l'opportunité de pouvoir me créer un portfolio puis finir par trouver des emplois à ma place là-dedans d'une manière légale. La meilleure façon, c'est que tu fais pas un brand comme une compagnie, mais tu fais un brand pour te démarquer, là, pour montrer ce que tu fais, pour quand tu fais des compétitions, mettons. Pour, tu sais, te créer un nom, puis une qualité, puis un standard qui peut être associé à quelque chose, qui est associé à quelqu'un en bout de ligne. Je sais pas si ça veut dire quelque chose que je viens de dire. Oui, non, mais quelque part, c'est l'évolution aussi du marketing.
Je veux dire, McDonald's, on reconnaît même leur jingle maintenant. Hop, 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 hop. C'est exactement ce que ça veut dire. Ça stimule quelque chose dans ton cerveau. C'était pareil dans mes posts. Je finissais toujours les posts par la même phrase. Genre, c'est Don't forget, c'est genre, j'envoyais du love, puis Don't forget the hash matters. T'sais. Exact, c'est ça. C'est l'espèce de ritournelle de répéter la même chose pour que les gens le sachent. Puis aussi, comme tu m'as dit avant qu'on commence le podcast, quelqu'un arrive chez un ami dans une smoke sesh à quelque part, voit un peu comme ça, voit le logo, c'est déjà... Soit c'est un gage de qualité, soit c'est quelque chose que j'aime, soit c'est quelque chose que c'est pas mon genre, puis je me tiens loin. Mais au moins, le branding est clair, puis on le reconnaît. Puis on passe d'un marché de je te vends du weed dans un petit baguette transparent, je te vends du hash qui est squeezé entre 2,25 cents ou de la rosine de nos nafta entre deux capes de bière, des fixes électriques. Ah, gars, c'est ça qu'on a besoin, non? Puis tu sais, ça veut juste dire aussi que comme la personne a care au moins à son produit de comme le rendre beau à l'extérieur aussi. C'est sûr qu'il y a des beaux produits, il y a des mauvais produits avec des beaux packaging, mais quand tu veux genre vraiment faire le plus que tu peux pour le end user, ben tu essaies de te donner le plus possible. Là, c'est une bonne vision que tu as de ça parce que, encore une fois, je fais du coq à l'âne parce que je viens de faire un dab d'un très bon produit. Mais dans l'industrie, je trouve que c'est un gros problème. Il y a des gens qui savent faire les produits, il y a des gens qui savent faire pousser, il y a des gens qui savent faire transformer, il y a des gens qui savent faire les deux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent vendre. Il y a des gens qui savent vendre, mais ils ne savent pas faire pousser, ils ne connaissent rien dans le cannabis. Puis les équipes qui réussissent à réunir les deux, des gens qui savent vendre, faire du bon marketing, puis des gens qui savent bien faire pousser, puis bien créer ou transformer des produits, sont rares dans son type. C'est de prendre le temps de comme savoir ce que les gens aiment, ce que ils veulent. Fait qu'en premier, le premier gros problème que je dirais, on fait sur toutes les tables pour répondre à ça, c'est que le monde qui sont dans l'industrie en ce moment sont pas nécessairement consommateurs ou sont trop récemment consommateurs pour savoir l'évolution que le monde a puis de où est-ce qu'ils doivent partir et où est-ce qu'ils doivent être et où est-ce qu'ils vont vouloir être. Fait que c'est le knowledge de savoir le spec de tout le monde que tu dois pouvoir servir. Tu peux pas avoir un produit qui est bon pour tout le monde. Ça se fait juste pas. Puis, ça m'amène encore vers quelque chose, mais je me garde une note mentale de revenir au principe de la flower rosine. On n'est pas encore rendu à la Non. Dis-moi si j'ai tort là-dessus, mais parfois j'ai l'impression que l'industrie du cannabis ou même les communautés ou les cultures de cannabis en général, un des adages ou un des espèces de dictons qu'on dit souvent, mais qui est tellement pas vrai dans l'industrie du cannabis, c'est le client a toujours raison. Oh, hell no. Dans l'industrie, j'ai l'impression qu'il y a tellement de place à beaucoup d'éducation, puis il y a tellement de hype sur des trucs. La quantité de vidéos qu'on voit sur Internet des gens qui font des blinkers avec des vapes, ou qui mettent 10 vapes dans une nouille de piscine, puis qui les souffrent tout ensemble, me fait dire que, justement, les gens vont venir chercher vers des choses comme ça qui ont du hype. Ils vont se dire, c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai vu sur les réseaux, c'est ça que moi aussi j'ai envie de montrer sur mes réseaux. À la place d'aller chercher un beau produit pur, d'aller chercher peut-être une façon de le consommer aussi qui serait plus sophistiquée, disons. Je vais le dire très rapidement, d'une manière qui me gosse beaucoup. Le monde préfère payer 300$ pour un pot de 2 grammes des États-Unis médiocre pour dire qu'ils ont du hash des États-Unis ici que de supporter le local des produits qui sont de bonne qualité. Les gens préfèrent payer 200$ pour un pot des $300 $300 pour avoir du hype, pouvoir dire j'ai un produit de XY marque qu'on n'aimera pas, à la place d'encourager un grower local ici, de faire ses recherches. C'est même plus facile de faire gros man, il y a des micro-growers à SQDC qui font du crise de bon stock, là, si tu prends le temps d'être. Exactement. Mais ça, par exemple, on a un problème ici, spécifiquement, c'est l'éducation. On peut pas se faire recommander, on peut pas se faire expliquer. On a vraiment des grosses limitations. C'est concrètement des limites de ce que les conseillers à la SQDC peuvent dire, mais aussi des limites de ce que le client consommateur peut trouver comme information. Oui, c'est très caché. Tu sais, on est légal ici, mais on n'éduque pas pour pouvoir faire la façon que le monde consomme comme il devrait ou qui les incite au moins ou les explique qu'est-ce qu'elle fait quoi, pourquoi tu ne devrais pas consommer ça ou etc. Puis on peut pas marketer d'une manière standard non plus. De publicité pour de l'alcool ici, c'est comme il y a plein de problèmes ici dans la légalisation, pas dans la légalisation, mais dans la structure de la légalisation qui va changer avec le temps. Évidemment, c'est comme quand ils ont recommencé à vendre de l'alcool, ça a pris du temps avant que ça soit bien fait, mais on a mis beaucoup de restrictions sur le knowledge qu'on peut donner. Yeah. Tu serais propriétaire d'une compagnie de cannabis, puis tu pourrais pas toi-même essayer d'expliquer les choses aux gens parce que ça inciterait à acheter de chez vous. Exact. Tu peux pas faire ça. Mais tu peux payer quelqu'un sur les réseaux sociaux pour le faire pour toi. Puis ce qui est triste, c'est que
En fait, tu peux payer quelqu'un sur les réseaux sociaux pour le faire partout tant que tu ne pas prendre. Mais on se comprend. Oui, on se comprend très bien. Mais ce qui est triste, c'est que ça met un peu un désavantage aussi seulement pour les producteurs québécois. Parce qu'ailleurs, au Canada, il y a une plus belle latitude. Il y a un jeu, les gens peuvent utiliser les réseaux sociaux, faire un logo attrayant avec plus de couleurs, parler de saveur. Pourquoi au Québec, on est si frileux que ça, tu sais? Ben, écoute, j'ai pas le goût de le dire, mais je veux dire, la SAQ, c'est un monopole. La SQDC, c'est pareil, là. Je veux dire, en Ontario, t'as la OCS, mais c'est pas la OCS qui run tout. C'est les dispensaires qui sont individuels. T'as des tenders là-bas, pas des représentants de Je viens vente. de revenir avec Mendo du Grow Up, justement, où est-ce que j'ai jamais vu autant de samples de produits C'est un peu partout. J'ai ouvert mon sac de caméra pour m'en venir ce matin. J'ai trouvé 3 plus samples dans des packs que j'ai pas encore ouverts, que j'avais oublié, tellement j'en avais partout dans mes bagages pour venir en avion. Mais jamais on verra ça au Québec. En plus, on vient d'apprendre récemment que l'Expo Cannabis de cette année à Montréal est annulée. Il n'y en aura pas, ça va seulement pas en 2025. Vu l'achalandage de celui-là de l'an passé, puis le fait que c'est très difficile justement pour l'industrie de participer à des événements comme ça, c'était surprenant. Mais il y a tellement d'amélioration à ce niveau-là, puis juste de laisser les acteurs du marché faire leur, comment dire, Faire leur choix. faire leur choix, puis faire le marché qu'ils veulent à leur image, aux images des consommateurs. Là, c'est juste réglementé par le gouvernement pour qu'on ait une consommation saine, puis si un consommateur rentre dans la SQDC et qu'il ressort avec rien, on s'applaudit, on est content. Mais je m'excuse, mais le 30% de THC, c'est tellement... C'est une limite pour tous les producteurs, pour tous les consommateurs. Parce que 30% de THC, là, ça veut rien dire dans ma tête, là. J'ai du weed qui m'a frappé bien plus fort avec du 13% à cause des terpènes qui m'ont rendu, parano que du pot qui, des fois, pourrait dépasser le 30% puis que ça te rend zen. Fait que, c'est tellement une affaire biaisée. Puis, côté de taxes, ils font moins d'argent. Parce que quand t'as plus de quantité de THC dans ton produit, tu dois payer plus cher de taxes pour le vendre. Exact. Fait que, c'est un non, je comprends pas. Il y a vraiment un non-sens. C'est un non-sens. Puis, au niveau de la santé, même si le choix est pour dire c'est pour la santé, vous allez me faire fumer 7 grammes de fleurs quand je pourrais vaporiser 1,5 gramme, 1 gramme total d'un produit. Je prendrais 3 puffs, je serais médicamenté pour 1 heure ou 2, je serais correct. Mais vous voulez vraiment absolument que je fume la grosse fleur, que je roule ça en joint, puis tout. La combustion, les problèmes de santé. Je combuste, là, mais C'est tellement dommage que ça nous tombe dessus. Tu sais, je ne veux pas pointer des provinces sur lesquelles ça aurait pu mieux tomber, mais on est des spécialistes en plus en hashish. Je pense au Québec, on adore ça, on aime les concentrés. On est des gens qui sont aussi un peu chauvins. Moi, le premier, on aime encourager souvent le local, en tout cas, je pense. Mais maintenant, on ne peut pas. non. Les gens qui veulent un bon hash, malheureusement, les amateurs de hash de THC ne vont pas se tourner vers un hash à 30%. J'encourage, je suis content de voir des producteurs à la SQDC sortir des produits. Encore une fois, dernièrement, puis on n'aimera pas la marque, mais j'ai testé une rosine à 30% P au CBD parce que justement, il fallait absolument que le hash reste en... C'est pas une rosine, c'est pas bon. Je sais même pas pourquoi le produit existe sur le marché. Je sais même pas pourquoi une compagnie fait de la recherche et du développement puis prend le temps de mettre ça dans un paquet. Puis de l'argent qu'il a mis dedans, pour essayer de le rendre stable. Puis, tandis que, tu sais, du hash, là, ça va pas péter le 70% à la base de THC. Là. Fait qu'à la base, c'est comme juste du hash normal. Là. Tu vas pas chercher la pire chose possible. Là. C'est vraiment, c'est une peur qui fait pas vraiment de sens. Puisque du hashish, pour bien du monde, ça les rend plus zen que de la fleur. Exact. Même, c'est... J'ai regardé encore sur le consommateur. La plupart du temps, le hashish, puis tout ça, mais justement, t'as moins de matière végétale, t'as moins de matière dommageable pour ta santé. Ouais, ça, c'est un débat, là, mais. Ça, c'était la petite grande aparté à cause du premier date que j'ai fait. C'est bien correct. Là, on brassait de la flower, on pressait de la flower. On brassait de la flower rosin. Fait que là, presser de la flower rosin, ça m'a appris à jouer beaucoup avec mes presses puis à comprendre la différence avec les chaleurs, la pression qu'il faut appliquer par rapport à l'espace de ta pouch, là, de ton sac à micron. Puis l'importance de pouvoir utiliser de la bonne matière première pour sortir une bonne matière finale. Le fire in, fire out qu'on dit tout le temps. C'est vraiment ce que tu mets en dedans, c'est ce qui va sortir après. Donc, si tu utilises des fleurs de marde, ça va pas donner une bonne rosine. Tandis qu'au butane, tu peux toujours truquer un peu. Okay. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui était ultra différent dans l'extraction comme ça. C'est que vu que le butane, tu peux en sortir beaucoup, puis ça va coûter meilleur. La flower rosin, t'as souvent du chaud. Okay. Désolé. Du chaud, la chauffage de la fleur, il y a des gras qui sont dedans, il y a des affaires qui ont mal été flushées, tu vas le goûter immédiatement. Tandis que quand tu le blastes au butane, ça disparaît. Ça disparaît peut-être pas, mais ça se camoufle mieux.
Fait que là, j'utilise des bonnes génétiques, les retours de certains produits que je pouvais voir une consistance. Puis, à un moment donné, finalement, j'ai décidé que, OK, je pourrais step mon game quand que mon ami et un de mes meilleurs amis est comme pas associé au partner, mais le gars avec qui que je fais nos produits médicaux, lui a sa licence, j'ai ma licence, on fait ça à Ganawagi. Il a décidé d'acheter un freeze dryer. Parce que c'est ça qui était la différence. C'est comme je vais pas commencer à brasser du hache, de faire sécher à l'air, mettre de la moisissure dans mon produit. Si je peux faire de la bonne flower rosin qui médicamente tout aussi bien pour le moment, il a décidé d'acheter ça, un freeze dryer pharmaceutique. Puis là, on a commencé à faire de Hash Matters dès ce moment-là. OK. Ouais. Fait que ça, c'est 2019, parce que COVID, c'était 2020, c'est ça? Oui. Ouais, fait que fin 2019. OK. Puis là, on est en mode licence médicale, fait que tu fais pousser pour toi, d'autres personnes qui te mandatent de faire pousser, transformer pour toi. C'est-tu comme ça, ça Moi, marche? je suis pas pousseur désigné. Je vais faire du tolling. Fait que dans le fond, quelqu'un qui a ses plantes, je vais lui charger un taux horaire pour les transformer pour lui, me donner son produit final. OK. Ou si j'aime vraiment la génétique, je vais en garder pour ma consommation. Lui, mon associé, puis moi, on pousse nos propres plantes pour faire nos propres produits. Moi, ce que je fais, je la consomme. J'ai mes amis qui veulent en vouloir un peu de temps en temps. Je crée des nouveaux produits pour le marché en ce moment. Je fais des tests. Parce que dès la deuxième année de The Hash Matters, j'étais déjà rendu directeur dans une compagnie, un OLP, directeur d'extraction, de hashmaking et processing. Fait que je savais, comme je l'avais dit, le branding, c'était important parce que c'est à travers même Instagram que j'ai eu ma première job dans le cannabis. Donc, nous, on pousse nos génétiques, on fait beaucoup de recherches de génétique pour trouver des bons washers, qu'on appelle. Fait que pas juste, c'est pas des hashers, parce que ça, c'est quelque chose qui réside hier même dans le terme. Tout pot peut faire du bon hash, mais c'est juste la méthode que tu te sers pour pouvoir en sortir. Pas tout pot peut faire du hash à glace. Pas tout pot peut faire de la rosin à travers le hash à glace, dans le fond. OK, toi, ta définition de hash en tant que tel, ça serait quoi? Ben, ça dépend. Soit du melt ou de la rosin. Mais en OK. réalité, du hash, c'est un extrait, ça peut être du kief, ça peut être traditionnel, ça peut être fait de même 1000 manières, là. Ben, peut-être pas 1000, là, mais il y a plusieurs versions de hash, là. Tu sais, du traditionnel, c'est vraiment juste du kief qui a été réchauffé ensemble, repressé. T'as static tech, t'as plusieurs techniques pour faire du hash, mais maintenant, quand on parle, moi et mes amis, du hash, c'est soit de la rosin ou du melt, mais c'est rare. Du melt, ça va vraiment être du melt. Du hash, pour moi, c'est de la rosin. OK. Ouais. Ce qui sort de mon freeze dryer, c'est du pre-rosin. C'est du Ah pre-hash, ouais. C'est du bubble. C'est du freeze-dried bubble. Ouais. Freeze-dried bubble. Qu'est-ce que tu définis du melt? Du melt, c'est... je te montrerai une Pour photo. melt, ce serait un hash qui melt trop complet? Ouais, T'as pas puis- besoin de presser. Non, pas besoin de presser à température pièce en sortant du freeze dryer. Il est transparent, basically. Là. Comme t'attends 5 minutes à table, puis lui il est transparent. Le mimosa que t'as goûté, justement, ça, c'était fait à partir de du hash comme ça. Je te montrerai la photo, là. C'était du hash à l'extérieur. Juste laissé dehors dans du living soil, arrosé une fois de temps en temps. Super qualité de résine. Comme 3 fois plus de retour que ce que j'avais réussi à l'intérieur. Puis le goût était vraiment supérieur. Puis du vrai full malt comme ça, que je pouvais mettre un dab dedans puis qu'il y avait comme pas de résidus dans le banger, je comprenais rien, là. C'était du hash, là. Je comprends toujours pas, là. Il y a encore des produits, des fois, qui arrivent sur le marché, full melt, etc., etc., tu sais, mais pour du full melt, c'est presque qu'il faut que ça soit vendu le gars qui le fait directement au consommateur. De un, puis dans un temps rapide, là, parce que à température pièce, ça devient un dab, puis ça va rester comme visqueux pendant une journée ou deux, mais après ça nuclée, puis ça devient du beurre, puis c'est plus... tu peux encore le dabber, mais c'est pas le même effet. C'est pas le vrai hit du melt, là. Yeah. Puis en ce moment, ben, même quand tu commandes, mettons, de la OCS quand t'es en Ontario, ça va pas venir dans un package avec un ice pack, là. Non, Fait que, malheureusement. ouais. Fait que là, on est rendu avec le hash matter. ouais, the hash matters. Il y a des questions, tu sais, t'as le droit de prendre un ricochet, comme je disais. Moi, j'ai tout le temps été comme le gars qui parlait juste du légal puis du après légalisation. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le hash matter quand on fait une presse puis qu'on a des petits produits emballés comme ça, on a un compte Instagram? Puis... Ben, tu sais, y a tout le monde qui demande, is this for sale, is this for sale, is this for sale? Ben, moi, c'est non, là. Pour moi, c'est non. Ça n'a jamais été, is this for sale? Nope. It's for friends. Ce que l'autre, il fait, je sais pas trop, là, mais ça le regarde. Ils ont des lois différentes sur les réserves, donc je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait avec ça. Je sais que c'est un produit que nous, on aime beaucoup. Du moins, les feedbacks que je reçois sont positifs. Puis, dans le fond, les embûches qu'il y a avec avoir une marque sur les réseaux qui est pas légale quand tu es dans le légal, c'est, ben, est-ce que tu fais encore ça? Mais en même temps, j'ai toujours fait ça, c'est mon portfolio. C'est ma recherche et développement. Si je faisais pas ça,
il y aurait pas les possibilités de faire ce que je veux faire ou ce que le monde veut m'engager pour faire. C'est pour ça que les gens m'amènent dans la légale, c'est parce qu'ils veulent que je continue à faire. Exactement. Fait que c'est pas, moi, je le vois pas de manière légale, zone grise ou illégale. Je le vois que j'ai besoin de faire ça pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir amener des meilleurs produits sur le marché. Après ça, pour me rentabiliser, ben, j'ai quelques amis qui vont en vouloir, puis c'est correct comme ça. Je sais pas de devenir riche avec des produits comme ça, parce que ce serait dur dans un marché J'ai actuel. l'impression que ça marche beaucoup comme ça. Tu sais, on parlait de marketing tantôt, tu sais, la marque qui est rendu important, le branding, on reconnaît le jingle de telle marque, telle marque. Maintenant, j'ai vraiment l'impression aussi avec des produits comme ça, des fois qui sont souvent artisanaux, aussi, que ce soit dans un domaine comme le nôtre, ou que ce soit même dans le tissu, dans les gens qui font des souliers, whatever. Le principe de communauté, surtout les communautés en ligne, Énorme. est très important. Énorme. J'allais justement dire, tu sais, nous, on a participé à Masters of Rosin, qui est une compétition, 2 fois, compétition en Espagne, pendant Spanabis, à Barcelone. Puis c'est là qu'on s'était rendu c'est la première fois que je suis sorti du pays, en fait, c'était pour une compétition de hashish à Barcelone. Avec une sans produit. Ben, le produit était là-bas. Okay. Mais nous, on n'en a pas amené. Il était là-bas. Mais oui, c'était vraiment fou de voir comment que le marché là-bas est cher, mais ils sont tellement plus ouverts aux extractions puis aux haches spécifiquement, puis surtout aux sans solvants. Dans quel pays, excuse-moi? En Barcelone. En Barcelone. Oui. Donc, Espagne. Ouais. C'était vraiment fou. C'était incroyable parce que tout le monde de la planète était là-bas. C'est la plus grosse compétition, la plus grosse conférence, le plus gros tout international, puis ça fait longtemps. Spanabis. Spanabis, c'est ça. Je vais y aller cette année, c'est ça. Je vais l'année prochaine. Nous, pendant que j'étais là-bas, j'étais avec des gros noms de ici aussi, comme Kind Selections, il y avait Maple Butter, il y avait plein de monde qui sont vraiment réputés, qui ont été tout ensemble, parce que tout le monde se connaît au Canada. Puis la COVID a frappé pendant qu'on était là-bas. Oh shit. Les frontières des Américains fermaient 3 jours après qu'on était arrivé. Fait que c'était le chaos, là. Les 2-3 premiers jours, tout le monde est chill, tout le monde date, tout fait. Là, les frontières ferment, nos appels. Je me suis fait appeler pour me dire, ramène du papier de toilette. Je suis comme, mais voyons donc, ramène du papier de toilette. Vous paniquez, là. Je te le jure. Tout le monde qui vient capoter avec le papier de toilette, c'était vrai, là. Moi, je suis l'autre bord, l'autre planète. C'est comme, si tu peux ramener du papier de toilette, ramène ça. Le monde, tu te virer fou. Je suis comme, peux-tu bien? Tout ça pendant que je gérais aussi les appels, parce que je travaillais pour une compagnie de courtier à ce moment-là, de photographie de réalité virtuelle, que personne n'avait besoin avant la COVID, mais pendant la COVID. Puis à ce moment-là, dans la compagnie, il y avait beaucoup de monde qui était parti. Moi, j'étais resté, mais ils pouvaient pas me donner de vacances, mais ils pouvaient pas me laisser travailler. Puis moi, c'était sûr que j'y allais. Fait que dans le fond, je travaillais à distance en répondant des appels des courtiers en panique pour dire « J'ai besoin d'un shoot virtuel là, », pendant que le monde il panique pour retourner chez eux, pendant que moi, je suis comme... Je suis à Barcelone, je fume du hash. C'était vraiment ça, là. C'était, tu sais... Oh my God, mais là-bas, eux, ils faisaient déjà beaucoup de live rosin, puis nous, on était juste hash rosin. Puis c'était du bon hash rosin que, tu sais, même quand le live était là, avant que je décide de... Pour? Ouais. Définition de la différence entre du hash rosin et du live rosin, s'il vous plaît. Donc, nous, on trouvait ça cool de dire dead rosin, en fond, du dead rosin puis live rosin. Puis on avait même zombie rosin. Je vais en venir à ça. OK. Donc, du dead rosin, donc du ash rosin, c'est du hash fait à partir de fleurs qui ont déjà été séchées et curées. Du live rosin, c'est tu coupes ta plante, directement, tu la congèles immédiatement, puis après ça, tu la brasses à l'état frais. Fait que, il y a plus de terpènes. Dans le fond, il n'y a pas d'oxydation qui se fait. Fait que tout est plus live. Good. J'aime ça parce qu'il faut que je le précise à chaque fois. Parce que même moi, à chaque fois, je suis pas sûr de bien l'expliquer. C'est pas vivant, par exemple. On s'entend. Le monde me dit, ça reste vivant, puis tout, que tes plantes étaient laisser la plante sécher. Oxydée, perdre ses terpènes. Perdre son comment on appelle ça? C'est le goût du foin quand on fait sécher et curer la chlorophylle? La chlorophylle. Ça, c'est le nombre de feuilles que tu vas avoir dans ta brassée aussi. Okay. Puis la température de l'eau. Il y a beaucoup de facteurs que même avec la live rosin, tu vas finir avec un goût de chlorophylle aussi. Ouais. Okay. Non, c'est vraiment la différence justement entre le produit fini, qu'est-ce que c'est l'avantage de la live rosin? Il y a plus de terpènes. T'as pas moins. Plus de qualité. Tu sais, les terpènes qui vont perdre en séchant, ben, ils sont juste dedans, là, directement. C'est quoi ton R? Mon zombie rosin? OK, puis il y a Jesus Tech. Fait que, okay. Fait que le zombie rosin, si on mélangeait du cured rosin avec du live rosin. OK. Puis on faisait un mix de même, parce qu'on avait eu une harvest de outdoor qu'on avait décidé de faire live, puis on avait encore du stock de dead. Fait qu'on les a mélangés ensemble. Fait que c'était du zombie rosin. Puis Jesus Tech. Donc ça, c'est la technique que beaucoup de monde utilise de nos jours en disant que c'est du live rosin, mais que c'est pas du live rosin. Il l'accroche sur la plante pendant 2 à 3 jours. Parce qu'il revient en vie après 3 jours, Jésus. Fait que 3 days after, he's not dead, he's back to life. Fait que Jesus Tech. Fait que ça donne un produit. 2-3 jours, tu l'accroches, genre, tu l'accroches pendant 3 jours. C'est comme pas tout à fait séché, là, parce qu'il va pas être sec, il va encore être humide sticky, là. Tu sais que ça prend quand même
7, 10, 14 jours, dépendant de l'ampleur des plants de cannabis que tu as, à sécher comme du monde avant d'être trimé. Fait que là, tu as 3 jours qui est suspendu. Fait qu'il est un peu plus malléable, prend moins d'espace dans le sac. Fait que tu peux avancer plus. Tes retours sont plus gros aussi. OK. Parce que la résine a une chance de faire une petite couche de protection à travers l'aération, l'oxydation. Fait que t'as des plus gros yields qui goûtent encore plus terpy que si tu l'avais séché complètement, qui brûlent aussi bien, mais qui est pas tout à fait pareil. T'as plus de chances d'avoir des corps gras dedans, je te dirais. T'as moins de terpènes, t'as plus de THC aussi, là. Plus de cannabinoïdes. T'es pas très de l'école de Jesus Tech, t'es plus Je live. le suis si t'es comme obligé, OK. mais je l'appellerais pas live rosin si c'est du Jesus Tech. Okay. J'appellerais ça du semi-live rosin ou du half-dried. Comme, je dirais pas un produit qui est pas un produit. OK. Ça, c'est ma façon de voir les choses. C'est sûr qu'on l'appelle Jesus Tech et pas live rosin. OK. Fait que là, on était rendu à faire ça, on fait le hash matter, on vend de la rosine de hash dans des petits jars. Comment on vient qu'à faire ce que je vois ici? D'abord, attends, faut vraiment que je te pose la question, mais on a un beau rack ici de all-in-one pen puis de cartouches. J'en ai fait tantôt. Il y en a qui sont... Il y en a qui sont faites avec des. Il y en a qui sont avec des batteries. Moi, je veux juste savoir où c'est que tu prends ton rack, premièrement. Ça, c'est un rack à pinceau de maquillage, je pense, ou à pinceau normal. J'ai acheté ça sur Amazon, oui. Ça t'arrête, c'est que j'ai jamais le choix de ma vie. Mais honnêtement, j'ai juste écrit. Non, c'est ça que j'avais vu. J'avais vu des trucs qui citaient pour pinceau d'Asie, mais c'était clairement pour des cartouches C-Cell, pas C-Cell, mais 5-10. Puis, dans le fond, ça m'a référé quelque chose comme ça. Puis finalement, ça a été pratique pour ces vapes-là. Moi, j'utilise Aveo. Je commence à vraiment, c'est 100% que je vais avec eux. Bonne qualité, vraiment une bonne personnalité, le gars avec qui je fais affaire, qui est le CEO maintenant. Ça, c'est fait en chanvre. Leur modèle qui sort bientôt, enfin, même lui, on pourrait enlever la batterie nous-mêmes. Fait qu'il est complètement biodégradable. En 1000 jours, il n'y a plus rien qui existe. La batterie, elle peut être repurposed. Le core aussi, ils peuvent le laver puis changer l'atomizer. Fait aux États-Unis, ils vont pouvoir faire un vrai système de recyclage. Okay. Tandis que nous, on ne pourra pas pour un petit bout. Mais juste le fait que quelqu'un pourrait enlever sa batterie, puis après ça, tu pompes, tu fais pop, tu enlèves le mécanisme, tu peux mettre ça à terre, puis dans 1000 jours, c'est parti. Tu as une en terre. Je trouve que c'est un no-brainer. C'est tout en chanvre. Ça fera vraiment bien. Ce qui fait qu'on vient à ça. J'avais déjà fait des tests en flower rosin avec une rosin que je n'étais pas capable de collecter qui était trop liquide. Fait que j'avais déjà mis ça dans un vape parce que je voulais voir si ça fonctionnait. Ça avait fonctionné. C'était pas mauvais, mais c'était pas ça. C'était quand j'étais au LP. Je l'avais déjà en tête que c'était des vapes qu'il fallait qu'on fasse. Comme, ça aurait vraiment, vraiment pu fonctionner à ce moment-là, mais c'était un start-up là-bas en ce moment. Fait qu'il y avait plein de choses à régler, stabiliser l'état des pouces, etc., etc. Fait que je voyais le temps filer. Je leur ai seté leur lab, j'ai créé des SOP, j'avais fait des tests, les cartouches étaient vraiment, vraiment, ils ressemblaient à ça, ils étaient cool, là. C'était pas des strains comme, qui étaient mon genre de strain, mais ça a donné un beau résultat. Puis, après 10 mois là-bas, je voyais qu'il y avait comme pas de chambre désignée à l'extraction. J'étais comme, je vais pas commencer à me tourner les pouces, qui trouvent des prétextes que je fais pas ci, je fais pas ça, mais en réalité, ils étaient vraiment pas prêts pour se lancer là-dedans. Puis ils ont fait un peu de hashish après, mais maintenant, ils font juste des pré-roulés. Puis des fleurs. Ouais, ils vendent leurs fleurs puis leurs pré-roulés, mais ils font plus de hash ou d'extraction. Ce qui me fait de la peine, parce que le laboratoire était vraiment beau. Okay. Mais ouais, j'ai toujours voulu changer les façons que je faisais mes choses, puis c'était déjà quelque chose que j'avais déjà joué avec, les sirops. Même si c'était pas pour me donner des vapes, je faisais ça, je rajoutais ça, j'en faisais en sirop avec du non-sirop, je le mélangeais ensemble, ça faisait une gelée, c'était... C'est ce que je me demandais, puis c'est vers là que je veux t'amener, en fait, parce qu'on a des pots ici, des trucs, on a fait un pressing, vous allez voir des images, même comment est-ce qu'il le met dans le pot. Tu m'as montré un truc, plutôt d'ailleurs, j'aurais peut-être dû le prendre en visuel, mais c'est ce que tu allais mettre dans les vapes. Est-ce que justement, il y a un processus, une étape de plus, ou il y a un ajout de quelque chose de plus pour que ce soit assez liquide pour une vape? C'est un processus, c'est de la décarboxylation lente, pas trop chaude, okay. Mais tu chauffes. Vraiment, c'est le principe de tu le solides. Tu fais en sorte que ton THC, il ne devient pas cristallisé. Tu le fais fondre complètement. THC ou THC, là, je viens de prendre des puffs, donc donne-moi pas des termes scientifiques, s'il vous plaît. Ça va. Mais c'est de passer de comme semi-solide à liquide, mais tu perds un petit pourcentage en transformant,
mais c'est Pourcentage de THC et terpènes un petit peu. de ton volume. Fait que je sais, tu dois perdre des terpènes, mais en même temps, il y en a qui se préservent. Mais c'est sûr que quand tu l'ouvres, t'en perds, là, c'est sûr. Il y a une transformation. Je pourrais pas dire exactement tout ce qui se perd pour le pourcentage que tu perds, mais c'est vraiment juste de prendre ta rosin puis de la chauffer comme du monde, puis pas trop la chauffer. Puis après ça, c'était quand même fascinant. Là. On regardait tantôt tout le gun, justement, que tu chauffes, remplir les cartouches une à une. La technique est facile, là. Si j'avais plus de temps, plus de choses à faire, je l'aurais fait un peu moins. Non, c'est juste que ça fonctionne bien. C'est quand même un travail là, de passer, tu sais, de juste faire pousser du cannabis, le faire sécher, puis après ça, tu le mettrais dans des sacs à la limite pour le vendre. Mais là, c'est rendu que tu fais ta rosine, puis que tu la mets dans des cartouches que les gens peuvent vaporiser. Je fais mes clones. Les all-in-one aussi, j'ai vu, c'est vrai, t'as tes clones. Je fais mes clones, je fais mes mères, je fais mes veg, je fais ma floraison de A à Z. Army Team. Tu préfères avoir la main à tout aussi. Je préférais pas avoir à pousser, mais je le fais parce que j'ai pas le choix. Le brassage aussi, je pense, t'aimerais ça que quelqu'un le brasse pour toi? C'est que je vois pas. Je vais le dire, là, c'est pas chiant qui vont dire ça. À moins que tu brasses à la main, là, puis encore là, ça, c'est des pensées, là, parce qu'il y a des machines qui fonctionnent aussi bien que brasser à la main. Que ça soit moi ou que ça soit toi, si tu sais comment regarder la machine brasser à la température qui est censée être, pour le temps qui est censé être, il n'y a pas de rocket science. Ah, non, putain. Est-ce que, toi, mettons, t'as une bubble magic, un peu, si je me on a fait des produits avec un Bubble Magic 20 gallons cheap, là, puis j'utilisais un Osprey à l'autre compagnie. Tu sais, je veux dire, il y a les puristes, puis j'ai beaucoup d'euros qui écoutent mon podcast. Il y a Renchi Canoli, par exemple, qui disait de faire une première petite brasse de 30 secondes, la faire sortir, après ça, faire une brasse de 2 minutes seulement. Là. Toi, est-ce que tu y vas pour le full 30 minutes un coup, puis... Full 30 minutes un coup? Je veux dire, est-ce que tu fais un gros cycle ou est-ce que tu y vas délicatement au début? Il n'y a pas de délicat ou pas délicat sur une machine comme ça. T'as soft puis hard, mais c'est soit que ça brasse pas ou que ça brasse. Là. Je fais un cycle, ça dépend. Là. Ça va, si du curé, je vais le soaker plus longtemps, mettons, en partant. Fait que... C'est ça, ça peut être 15 minutes la première, comme ça peut être 12. Ça dépend du volume de cannabis que j'ai mis dedans. Ça, c'est ce que j'ai monté tantôt, le passum. On l'a vu tantôt, c'est ce que tu as mis dans les crayons. C'est bon. Ça, c'est le passum. Ouais, je vais te mettre un collant. C'est le fucking passum, hein, ça goûte le roadkill. Ça a l'air dégueulasse quand on en parle, là, mais ça goûte vraiment comme si tu avais ramassé. C'est tellement dégueulasse que c'est bon. C'est vraiment ça. Ah, il va falloir vous la mettre après. Mais, ouais. Là, j'ai perdu le fil. Alors, non, moi aussi. Le podcast va finir là. Écoute, on va revenir dans ce déconne. Je déconne. Mais ouais, parle-nous de tes produits. Tant qu'à écouter et à être là-dedans présentement, je veux que tu me parles de tes génétiques. Oui, avant. C'est puriste, le nombre de cycles. Puriste. Ouais, le nombre de cycles, le 30 minutes que je ouais. C'est ça, je viens de me rappeler. C'est pas vrai que j'ai oublié ce que je disais il y a 2 secondes. C'est assez bon pour faire ça, en fait, là, Chris. Fait que dans le fond, ça dépend du volume de cannabis qui va être dans l'eau. La température, il faut toujours que ça soit idéalement à 0, là, mais à 4 degrés et moins, tu t'en tires pas mal. Puis oui, on parle vraiment de 4 degrés et moins, comme si tu peux avoir à 0 degré. Puis le monde dit, ben ça gèle à 0. Ben non, ça gèle. Ça va prendre du temps que ça gèle, puis avec le mouvement constant, ça gèlera pas, ça ne deviendra pas un bloc de glace. Puis ta matière en tant que telle, elle perd sa fraîcheur, elle devient plus chaude avec le temps. Fait que, ouais. Fait que tu vas avoir une bonne température à l'extérieur de ton cycle, de ta machine, une bonne température d'eau à l'intérieur de ta machine, mais à part de ça, c'est pas la science. OK, je poursuis un peu dans ce domaine-là, excuse-moi d'insister, mais parce que je sais que tu nous disais tantôt, toi, tu vas tout le temps vouloir être le gars qui press. Ouais. Toi, tu y vas au feeling avec le press, mais on va y venir, là. Tu y vas à l'œil au feeling, il n'y a pas de timer. Mais il me semble que pour le wash aussi, la quantité de glace que tu mets, le son que la machine a fait, parfois bien mesuré, je sais pas. Ça, c'est la façon autre de penser. Là. Même mon ordi est comme, it doesn't make enough noise, mais je suis comme, c'est la température de l'eau. Moi, l'Osprey, si j'avais à refaire, je l'avais acheté là-bas, pas le chiller de glycol, mais tu peux washer sans glace. C'est la température de l'eau qui fait ça. Ouais. Là, le monde, ils vont dire, ah, mais ça t'aide à faire de la friction. Non, mais tu veux avoir le moins de friction si t'es bottes possible. Fait que, dans le fond, si tu wash naked avec de la glace, t'es en train de beat ton weed up, là. C'est pour ça que t'en veux le moins possible qu'il n'y ait pas trop de grind, tant qu'à moi. Fait que, dans le fond, non, je pense pas que le montant de glace fait une différence, c'est de la température. Clairement, tu fais confiance à quelqu'un pour brasser la glace pendant que toi, ça te permettrait de c'est juste que je dis que je le ferais brasser par quelqu'un, mais les systèmes maintenant de nos jours, mettons comme l'Osprey, ils ont un nest tank, puis un recirculator, puis un auto-sieve. Je pars mon cycle, je sais quand il finit, fait que je me fais un timer, je peux aller faire autre chose. 13 minutes. Osprey de l'automne. Ça, c'est des machines comme on a vu à Vegas, carrément. Ouais. À Vegas, t'as vu la mini? Ben, j'en ai vu 2. Ouais, il y a la 70 gallons puis la 30 gallons. On en a vu, man, avec les parois.
qui contiennent un liquide aussi. Ouais, c'est ça, le glycol. C'est ça, je dis, c'est du glycol chilling. Puis après ça sort, puis t'as le siever, justement, puis... C'est ça tu fais ça tout seul. Fait que tu la remplis, puis je vais t'envoyer des vidéos d'un Osprey qui fonctionne. OK. Mais, ouais, non, le Osprey, maintenant, avec tout ce qui est rajouté dessus, moi, c'est un no-brainer. T'as pas besoin de main-d'œuvre, t'as besoin de main-d'œuvre pour comme aider à nettoyer, mais comme la machine en tant que telle, elle fait tout. Tu sauves l'argent. T'es combien, imagine? Ah, combien ça coûte? OK, le système turnkey, il est l'équivalent de 100 000 Canadiens, c'est 76 US, mais... Le full custom, ça peut être jusqu'à 300-400. Pas de celui-là, non. Non, la machine tout seul est 28 000. OK. Non, la machine est 28 000 US, fait que c'est comme 35. Comme la machine... Ouais, t'as Whistler Tech, c'est des 100 à 400 000. Okay. Mais non, mais de Low Temp, eux, c'est vraiment budget-friendly. Ils en font même une pour la maison, comme, tu sais, au lieu d'avoir Bubble Magic, whatever, là, leur 30 gallons est 6 000. C'est cher, 6 000 mais au moins, tu sais que c'est tout en stainless qui est bon pour la food grade quality, que ça va pas tout détériorer, que ton washing va être actually sanitaire. Tu sais, tu fais ça pour toi, tu cares pour ta santé. 6 000 pour une machine comme ça. Je pense qu'ils ont même baissé de 1 000 pour 2-3 mois. C'est comme quelque chose que moi, je considérais. La machine industrielle à 35 000 est pas si pire. Tu prends des sacs, ta mèche, tu es obligé d'avoir le système complet. Mais là, moi, quand je parle... On est clairement en train de rentrer dans le, le press learning tech puis tout. Désolé à tous ceux qui sont là plus pour le human side of it, mais il faut rentrer là-dedans aussi, parler des trucs techniques. Qu'est-ce que tu presses, comment tu presses, les différentes températures puis tout ça. Tu nous nommes déjà beaucoup de machines puis tout. Présente-nous un peu juste derrière toi la machine que toi, tu as utilisée aujourd'hui. Tu me lèves, ou? Ben non, juste Non, nous en parler. c'est une press Clearly Gold, c'est Photo-Canada. Combien de tonnes? J'essaie de te dire comme si je connaissais ça. Je pense une 20 tonnes, mais honnêtement, ouais, c'est ça. On parle d'un budget d'environ combien? Celle-là, elle coûte 3 000 parce que t'as 4 000 avant. Personnellement, j'utilisais l'affaire de Canadian Tire jusqu'à temps que quelqu'un me l'a offert pour un prix ridicule. Je dis pas qu'elle vaut pas la peine, surtout quand tu peux pas utiliser une machine Canadian Tire dans le monde de LP. Là. Elle est très bonne, elle fait sa job. J'avais beaucoup aimé la Sasquatch Yeti Pro aussi. Fait que, mais encore là, une machine à 10 000 qui fait la même affaire que celle-là ou une autre. L'Otem qui en font aussi des vraiment pas chers. Personnellement, je pense pas que le hardware de ce bord-là fait vraiment une différence quand tu achètes des machines professionnelles. Elles sont toutes pas stables sur leur reading de température à la base. Ce qui va faire la différence, ça va être la connaissance de la personne qui l'utilise, mais aussi le produit, Fire In, Fire Out. 100%. 100%. Qu'est-ce que tu penses? Je fais encore du coq à l'âne. C'est un podcast de potes, c'est sûr qu'on va faire du coq à l'âne. S'il n'y en avait pas, là, ce qui se passerait, on est en train de fumer. Est-ce que c'est, je sais pas, je m'en vais avec ma question en fait, là, mais tu sais, les nouvelles machines qu'on voit partout dans des posts Instagram, on a vu plein à Vegas aussi. Je sais déjà. 300, je savais que tu allais parler du triple stack. Je savais. C'est direct. Dès que tu dis, qu'est-ce que tu penses de. J'étais comme, il va me parler du triple stack, il va me passer du triple stack. À quoi ça fucking sert? Genre, OK, ben, c'est 3 points en même temps. Mais à faire de la... ouais, mais ça, surtout celle avec les LED qui flashent. Puis tout le monde a vu le vidéo, là. Comme, il y a tellement de monde qui m'ont envoyé le vidéo quand il est sorti, dans mes DM. J'étais comme, eh oui, je l'ai vu. Puis ben oui, je trouve ça calme. Je pense que t'es conservateur avec la triple stack. J'ai pas vu qu'il y a genre presque 10 fucking. Dude, c'est intense. Il y a du monde qui en ont fait. Mais c'est comme, tu peux. Ils disent, ben, tu vas sauver du temps. Non, man, tu vas monter sur une échelle pour rentrer tes affaires. Pendant ce temps-là, ils sont comme chauffés. Les autres qui t'as stacké là, tu dois tourner de bord pour mettre ça sur une table. C'est pas, Puis, la triple stack, peut-être que oui, ça vaut la peine. Ça, juste le tilt, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, parce que maintenant, je me sers un peu du drip. Fait que oui, ça, je trouve ça cool. Non, ça, j'ai rien contre. Le tilt, je la trouve cool. La première version qu'ils ont faite, je pense que c'était une double, où ils ont même la simple de la même marque. C'est fucking, ça, je la trouvais vraiment intéressante pour pouvoir la faire enlever de la surface chaude le plus rapidement possible. Mais sinon, avoir 4 presses une ou de l'autre, je trouve que t'as plus de marge ou d'erreur. Une qu'on a vue à Vegas, puis que j'ai pas eu le temps de m'attarder beaucoup puis de la filmer, mais qui est totalement différente. Press avec une espèce de fond concave. J'ai vu ça, il y a un petit bout. Ça fait juste que ton huile tombe dedans. Exactement. Ouais. C'est juste en dessous, mais ça vient avec des parchemins spécifiques. T'as comme une espèce t'as un espace où ça tombe. Là. Mais non. J'ai pas d'opinion là-dessus. Genre, c'est ça, je m'en suis pas servi, puis encore là, il faut avoir des volumes ridicules, puis après ça, je sais pas. Ça, c'est vraiment pour le monde qui vont vouloir pousser énormément de rosine de qualité correcte,
mais rapide avec des opérateurs que tu as besoin. Tu sais, comme Tu peux pas voir. non, c'est pas une question qu'il faut que tu regardes ta rosin pour la filer nécessairement. Il y a du monde qui, tu sais, ils ont leur standard, leur processus, ça fonctionne tout le temps parce qu'ils font juste la même chose avec la même affaire tout le temps. Moi, je vais un peu plus avec le visuel. Je regarde ce qui ressort. Pas nécessairement ça flow constamment, parce que des fois, tu vas avoir des choses que tu veux juste pas qu'ils flow out, là. Ou je presse pas trop chaud, je presse pas trop fort non plus. Mes second press, ils ont à peu près le tiers de ce que je suis capable de sortir de plus. Fait qu'il y a quand même encore beaucoup de rosin dedans. Mais je trouve pas que c'est de quoi que j'ai nécessairement besoin d'avoir là-dedans quand que je peux faire des teintures au du monde qui sont malades avec ça. Parce que oui, avec des trucs déjà Ouais, on les a vus tantôt. même avec le flower rosin, je faisais des beurres de coco pour mon ami qui avait le cancer, pour l'aider en fait, pour la douleur, puis tout le after et le avant. Puis dans le fond, j'ai continué à faire la même chose avec mes second press. C'est juste que là, j'ai déjà la matière ressortie. Au lieu d'avoir l'imbibi dans du jus de coco, ben je la second press, je la décarboxylise, je l'ajoute à du MCT, puis je fais des gouttes. J'achète du CBD à des détaillants en vrac pour pouvoir en donner. Moi, je m'en sers pas de CBD, mais je connais beaucoup de monde avec qui en ont besoin avec les autres cannabinoïdes que j'ai dans mes second press pour leur santé. Fait que j'en achète, j'en mélange, j'en donne. Je veux pas une scène des personnes qui souffrent. C'est déjà de la mort de souffrir, là, que. Tout à ton honneur, non? Ben non, mais c'est juste, tu sais, on a toujours eu des systèmes de compassion ici qui étaient ordinaires. Tu sais, les vétérans commencent à en avoir des bons pour eux, mais comme, tu t'es en train de crever, là, je comprends pas pourquoi tu devrais avoir payé pour quelque chose qui est comme, littéralement coûte fuck all, là. Non, c'est... Mais ça, c'est juste, c'est principe. C'est juste ça. Yeah. Donc, rentrer dans une technique greedy là, pour que tous ceux qui regardent et qui commencent à progresser, là, qui puissent avoir C'est ça, tu veux pas un autre deck? l'impression d'apprendre aujourd'hui. Il veut me donner des dames, c'est ça. Oui, why not? Tes plaques, à quelle température t'es là? Tantôt, tu m'en as parlé, j'ai trouvé ça super intéressant. Ben ça, je vais te donner le SOP que je donnais avant, c'est entre 150 et 190. Pour dire, c'est quoi un SOP? Pour ceux qui ça pose quoi? C'est un Standard Operating Procedure. Standard Operating Procedure. Une liste des procédures standards. T'es obligé de suivre lettre à la lettre parce que sinon tu as une déviation, tu peux avoir des problèmes de Santé Canada. Comment ils vont savoir si tu skip une étape, je ne sais pas, mais en même temps, c'est la règle d'or, puis tu peux pas dévier. C'est pas comme... en fait, pour tous ceux qui ont déjà travaillé en télé, comme des appels, des cold calls, il faut que tu suives le script, hein, parce que si tu suis pas le script, tu te fais chicaner. Exact. Le même principe. Dans le fond, de 150 à 190, ça dépend ce que tu veux avoir comme retour puis comme produit. Si tu veux faire du super high grade avec un micron spécifique, tu vas prendre une température X, prendre plus basse. Tandis que quand tu fais un full spec, t'as ci, t'as ça. Si tu veux faire comme... Il n'y a pas de chiffre magique, puis il y a pression. Moi, je suis plus dans le low and slow. Fait que température plus basse, plus longtemps sur la plaque, que de genre faire ça vraiment chaud puis vraiment rapide. Parce que les deux peuvent finir à quasiment la même consistance, mais j'aime pas gambler. Fait que quelque chose qui pourrait brûler ou faire disparaître des terpènes d'une seconde à l'autre, je voudrais pas jouer avec ça. Puis tantôt, tu nous expliquais pour la presse qu'on a faite aujourd'hui, ta presse à toi, c'est le bas qui va pousser vers le haut, la pression. Donc, tes plaques, tu les mets pas à la même température. Tandis que tu mets un peu plus chaude que l'autre. Ouais. Ça, c'est juste... J'ai pas de science derrière ça. Là, je me dis, j'ai comme des hypothèses qui comme... En tout cas, c'est juste comment que moi j'opère, là, mais c'est pas... Tu sais, j'ai commencé à faire ça à un moment donné, même avec le Flower Rosin, parce que je trouvais qu'il y en avait une qui chauffait toujours plus. Puis, fait que je la baissais celle-là. Parce que je pense que c'est la façon que l'autre a chauffé constante, qu'elle descendait, il y avait de l'air, qui faisait en sorte qu'elle se refroidissait. Puis, en fait, il fallait qu'elle ait plus de chauffage au début pour qu'elle garde la même température. Puis, quelque chose que j'ai pas mentionné, mais je regarde plus la température de l'huile qui sort. Okay. Fait que moi, je peux le voir maintenant, là. Mais souvent, avant, je regardais vraiment la température qu'elle sortait de l'huile, parce que si elle était comme... Elle sortait à 170, ben, c'était bien trop chaud si tu l'avais seté à comme 160 ou de quoi de même, là. Fait que, j'ai pas de science nécessairement particulière par rapport à ça. Sans avoir une science fondée, mais je trouve que c'est des réflexions intéressantes. T'sais. Moi, je pense aux gens qui écoutent ça puis que ça leur rouvre des réflexions aussi, puis qui vont peut-être essayer de nouveaux trucs. Ouais, ben, dans le fond, tu sais, la plaque qui presse, c'est quoi que j'avais dit dans le fond, c'est si t'es fleur de quoi de chaud. Tu mets la pression, ouais, c'est la chaleur un peu plus à cause de la pression. C'est comme si tu touches de quoi de chaud rapidement, ça fait pas mal, mais si tu piles dessus, ben ça brûle plus. Ben je me dis que c'est ça. Non. Pas bon, honnêtement, c'est vrai. Ouais. Tu veux-tu prendre une autre dame? OK. Ben parler de produits, je veux dire,
Ça, c'est quoi le genre de choses que tu voudrais fumer, là? Tu voudrais-tu du gros gazeux? J'aimerais ça que tu me parles, par exemple, de peut-être ce que je vais pouvoir montrer. Donc, ce qu'on a filmé tantôt. On peut fumer ce qu'on a freshly done. Tu parles de ces je vais faire du fresh press, là, for sure. Dans le fond, ce qu'on a pressé tantôt, on a pressé du rubber bands, on a pressé un mixed wash de GMO puis garlic cocktail. Tout le monde dans l'industrie du washing connaît le GMO. C'est le strain qui est comme le plus utilisé pour faire des gros wash, des gros niveaux. Nous, on a la chance que mon partenaire avait rencontré Loki Grow aux États-Unis, qui était un bon ami à Skunk Master Flex, qui est le gars qui avait la cote originale. Fait qu'on a la cote originale de GMO, qui donne des retours de résine. Ça, c'est le rubber bands. Mais ça, c'est rubber band. Ça, c'est un phéno que j'ai trouvé. C'est un croisement de Skittlewood à Wedding Cake. Ça sent vraiment le sac de caoutchouc. C'est pas lui. C'est vraiment lui, man. Ça, c'est le GMO avec le garlic cocktail. Garlic cocktail, c'est un croisé de GMO avec mimosa. Ah ben oui, bien sûr. Ah man, ça sent tellement malade. En fait, j'en ai même... ouais, prends-en. God damn, attends, je vais me laisser dire dans mon proxy. Je pense qu'on va garder. Fresh Press, ça goûte soit vraiment très bon, vraiment mauvais pour moi, parce que j'ai toujours préféré curer. Ça, c'est ce qu'on vient de presser. Oh oui, ça a... 3 heures à peu près. C'est la deuxième page? La deuxième, on a fait, c'est la première. C'est la deuxième. Ça, celle-là était vraiment belle. Ouais. Vraiment... Puis la troisième, c'est celle-là, la rubber band. Oui, je sais pas, je pense, mais oui. Non, on l'a déjà fait chez Warlow. Fumer de la Fresh Press. J'aime. Mais ça en mal. T'es pas supposé parler, toi, reste là. Pafko est rentré dans le frame. Hein? Pafko dans le frame. Moi aussi, je vais m'en prendre un petit avec toi. Toi, tu vas direct avec le mothership, là? Bon, je vais faire un cold start, là. J'ai peur. Là, après, on embarque dans... On va voir ce qu'il y a de parler. On peut parler encore de la résine pis tout, mais il faut aussi que tu nous parles de tes aventures, à quel point c'est difficile de passer, justement, au légal, les différentes embûches. Ben, je peux même t'en parler pendant que je prends le dab. Ben là, vu que j'avais déjà eu mon pied dans le légal, c'est pas comme si j'ai pas de crédibilité d'avoir travaillé mes LP, je suis encore security cleared. Fait que la plus grosse embûche pour quelqu'un qui voudrait commencer. Ouais, ok. Security cleared. Donc, t'as une clairance de sécurité qui te permet encore de travailler dans l'industrie, de rentrer dans les usines. Sans avoir personne d'autre sur place. Parce que pour travailler dans une usine de cannabis, si t'as pas quelqu'un qui a une clairance de sécurité, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'a avec toi qui travaille. C'est ultra compliqué, mais c'est ce qui fait en sorte que c'est long. C'est long maintenant. Fait que c'est un gros avantage pour moi qui veut avoir ma propre marque. Donc, les grosses embûches pour quelqu'un qui n'aurait rien de A à Z, mais premièrement, il faut que tu puisses prouver à une compagnie ou des investisseurs qui veulent venir avec toi que tu es crédible dans ce que tu fais. C'est que là, en avantage, j'avais déjà eu une job comme directeur par l'Instagram. Fait que j'avais déjà deux façons de me pointer dans une direction que je sais ce que je fais, je sais qui je vais aller approcher. Fait que ça va bien. Fait que si t'as pas ça à base, comme l'expérience dans l'extraction, c'est peut-être comme vraiment... En ce moment, c'est vraiment dur, là, l'industrie. Là, tout le monde est en train de crash, là, beaucoup de compagnies qui font faillite, puis c'est vraiment, vraiment tough. Fait que la seule raison pourquoi je m'y lance, c'est que je pense que j'ai une formule qui pourrait être gagnante, viable. Donc, je ne donnerai pas les détails de ça, mais le monde que je connais depuis très longtemps, depuis des années, sont rendus des personnes qui sont très, très, très bien connues dans l'industrie, qui amènent du bon, là, qui amènent des bonnes équipes ensemble. On sait de qui que je parle, là. Puis que lui, il m'encourage fois 1000. Quand je suis allé à Grow Up, en partant, j'ai mon QA qui va être co-partner, co-fondateur, appelle-le comme tu veux. Que lui a fait 7 ans dans l'industrie en tant que QA pour des grosses compagnies. Je ne vais pas commencer à les nommer parce que tout le monde ne va pas savoir c'est qui, puisqu'il est bien connu. Mais c'est incroyable. Là. Je veux dire, j'ai lui qui m'a appuyé puis qui est sorti de l'industrie. Là. Il est sorti complètement, il travaille dans d'autres domaines complets, puis que lui-même, il est comme down de revenir. On aurait déjà les 2 noms qu'il faut pour avoir la licence côté clearance puis côté key roll. Puis là, ben, quand j'ai commencé le projet, je faisais ça avec un de mes amis qui avait décidé d'investir. Là, en ce moment, on est en train d'un peu de se séparer parce que pour raison X, Y, Z, j'ai besoin de plus de stratégie et de personnes stratégiques dans l'équipe. Puis, ben, côté liquidité, ben, il faut, c'est ça. Fait que, on allait lancer des produits vraiment rapidement, un petit projet pilote. Puis là, je vais prendre la POF. Projet pilote, hein. Projet pilote. De retour après la POF. Projet pilote. Je pensais faire
15 kilos, là, dans le fond, pousser 650 plantes, 250 plantes, que finalement, c'est devenu 500 plantes après Grow Up, que finalement, trop de demandes pour pouvoir réussir à faire subvenir si jamais ça pognait comme ça avait l'air que ça allait pogner. Mhm. Parce que si tu... quelque chose que ben, tout le monde connaît pas, mais si tu réussis pas à filer 2 PO à l'OCS, t'es blacklisted. Yeah. Donc, pour expliquer, je m'excuse, mais c'est parce qu'Alex connaît quand même l'industrie plus que la moyenne. Je suis désolé. Les us écoutent ça. Je vous reviens après ma porte aussi. Dans le fond, blacklisted, ça veut dire que t'es banni. Moi, c'est plus fil 2 PO que Remplir des purchase orders. OK, des purchase orders, c'est des bons de commande. Exact, c'est ça. C'est que les marchés, par exemple, comme l'Ontario ou la SQDC, quand ils vont vous commander du cannabis, si vous leur dites que vous êtes capable de leur fournir 100 jars, bon, je veux dire des plus gros chiffres, 1000 jars de rosin, 1000 vapes, etc., vous remplissez une première commande. La fois suivante, si vous n'êtes pas capable de remplir la même commande, c'est presque déjà fini. Vous ne rentrez plus dans cette tablette, dans ce marché-là, quoi que ce soit. Donc, c'est très, très, très difficile. Ouais. Puis la rosin, je vais en faire un peu, mais ça va vraiment être des vapes. C'est que des vapes. Ça va quasiment... Genre, je veux dire, je vais faire de la rosin, mais je vais donner une idée, vu que j'ai parlé avec beaucoup de beau monde à Grow Up. Si t'es excellent, là, dans le top des vendeurs de rosin, t'en vends 1500 unités par mois. On parle de vraiment pas grand-chose. Hein. Écoute, si mettons qu'on compare aux fleurs en général, ce qui se vend le plus au Canada, puis dans tous les marchés illégaux en général, c'est les prix roulés. Ouais. Puis maintenant, des trucs que moi, je m'attendais jamais qu'ils se vendent tant que ça, mais c'est la fleur pré-moulue. Donc, tu sais, c'est plate à dire, mais les gens, ils vont pour la facilité, ce qui est simple, ce qu'ils ont déjà roulé. Il est pas cher. Ce qui est pas cher, ça c'est sûr aussi, mais là, le débat n'est pas là-dessus. La question n'est pas là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que les gens achètent plus du tabac à rouler en poche. Les gens achètent des cigarettes. Ouais. Les gens se tournent vers des nicotines puis des vapes maintenant aussi. Regarde que tu es en train de consommer de là, justement. Donc, c'est normal que le futur du cannabis passe par les vapes, passe par les all-in-one. Moi, je suis pas très... Les all-in-one, c'est des tout-en-un qu'on appelle un crayon tout-en-un. Je suis un peu moins pour ça. Tu as montré les beaux avantages de celui-là, justement, qui est plus biodégradable et tout, mais ça reste que c'est un truc à usage unique. Il y a une batterie de lithium qui est faite pour ça. Les cartouches 510 sont de fun. J'aime beaucoup les pods aussi. Je vous ai déjà parlé souvent des pods de Airgraph, c'est une nouvelle technologie. Mais clairement, le futur, c'est ça. Puis tu regardes les jeunes, à chaque fois que Radio-Canada ou la presse parle du cannabis dernièrement, dans les dernières années, depuis la légalisation, on dit le problème des vapes puis des wax pens dans les écoles, puis tout ça, ben continuez de l'interdire comme des épais à SQDC, puis laissez les jeunes continuer à se tourner vers le marché illégal comme ils font, puis des produits toxiques, puis des produits qui sont pas bons, à place de justement faire de l'éducation, tourner les gens vers des produits comme ça, qui sont beaucoup plus sains pour la santé, qui passent par Santé Canada. Je t'en vais me demander un petit peu trop, là. Non, du tout. Parce que, je m'excuse, les gars, mais avez-vous vu une manette pour la climatiser? J'ai un peu frette. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans le podcast, merci infiniment. Vous êtes un vrai. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce, quelque chose. Juste vous rappeler également qu'une excellente façon de me soutenir puis de m'encourager à faire du contenu comme ça, c'est de vous inscrire chez Mendo Cannabis avec le code de référence Blackpool. Non seulement ça vous donne un rabais sur 2 commandes de votre choix, mais en même temps, vous soutenez mon contenu et ce que j'essaie de faire. Merci infiniment. De retour de la pause, la climatisée qui a été baissée un peu. On a moins froid. On parlait de... Projet pilote, après ça, PO, après ça. Projet pilote, remplir les PO, c'est difficile, être sûr qu'on est capable de rester pas blacklisted sur les marchés. On parlait des vapes, les all-in-one, que toi, tu t'en vas juste là-dedans, justement, un petit peu plus que les jars de rosin, parce que c'est le futur. C'est sûr que je vais faire de la rosin, tu sais, je veux dire, il y a une demande pour, c'est juste, tu peux pas penser que tu vas être viable de la rosin seulement. Puis par chance, par travail fort d'avoir trouvé des bonnes génétiques, je suis capable de faire un produit qui fonctionne en vape, que les feedbacks étaient vraiment humbling. Là. Moi, c'est le meilleur crayon de rosin que j'ai fumé avec, je dirais, les Pharmaby que je connais de chez Mendo aussi, parce que je suis plus un sativa, je suis plus rosin solventless. La plupart des cartes qui sont offertes sur le marché, c'est des rosines de distillat. C'est des cartouches qui sont dans mes batteries depuis 2-3 semaines encore. Parlons justement un peu de... Ce que toi, c'est pas ça en deux parties. Ces produits sont vraiment bons. Comme vous pouvez le constater. Vraiment bon, je suis un peu mêlé. Mais parlons justement de qu'est-ce que toi t'apporterais sur le marché en termes de génétique, mais aussi, comment dire, j'ai perdu mon idée. Parle-nous des génétiques que t'apporterais sur le marché, en gros les produits qu'on a devant nous et que tu me fais tester aujourd'hui.
Ben, les génétiques, c'est des génétiques avec mon associé. Lui, ça faisait longtemps qu'il collectionnait des génétiques en tant que tel. Puis je les ai, dans le fond, qui sont destinés à faire des produits sans solvant et qui fonctionnent en vape, finalement. Qu'est-ce qu'ils sont? C'est tous des croisements un peu plus indica qui vont donner plus d'effets sédatifs, de relaxation, d'antidouleur, d'anti-anxiété. Attends, il faut que je répète cette phrase-là d'une manière différente. Là. Donc, je recommence. C'est des génétiques qui ont toutes des effets différents, mais qui sont très similaires en même temps. C'est des génétiques qui ont des effets différents, des effets anxiolytiques, puis ben, en fond, c'est pas tous des indica, ça n'existe pas des purs resteurs, là. Comme tout, il n'y a pas de vrai sativa non plus. Donc, c'est des hybrides. Comme théoriquement, le GMO, il serait plus sativa sur la carte des terpènes, mais non, il est clairement plus assommant. Fait que ce que j'amènerais sur le marché, principalement, j'allais commencer avec 3 strains, 3 SKU qu'on allait faire. Puis encore là, comme je dis, je pense pas le faire finalement. Là. Les projets, les plans changent, tout ça. Je vais le savoir demain si je décide d'y aller ou pas, là, dans le fond. Tout est mis en place. C'était prêt. Mais c'est juste que c'est trop un gros go. Ce que tu me dis, c'est que ce que je goûte là parce qu'il y a des trucs là-dedans. C'est le rubber band qui goûte le pneu carrément, le possum qui goûte comme si j'avais un raton laveur. Possum. Le possum, c'était sûr. C'était sûr. Il y avait déjà du monde qui le voulait extrêmement beaucoup. Possum, le Pink Bubblegum, que j'ai pas en rosin en ce moment, j'ai des fleurs. Puis il était vraiment, c'était ça, j'allais en rosin encore en ce moment, en fait. Ça, j'en prends une date tantôt, en fait. Pink Bubblegum puis Banana Cooler, c'était les 3 que j'allais commencer avec, mais j'allais pousser aussi le Rubber Bands puis le Ice Cream Cake, qui est la vraie cut, on the side aussi pour voir le test. Mais ouais, Possum, qui est vraiment dégueulassement bon. Banana Cooler que t'as essayé tantôt, qui est comme sucré buzzé. Tu m'as fait goûter un mimosa qui goûtait le jus d'orange. Le mimosa, je l'ai, mais c'était pas quelque chose qui est comme wow, dans le sens que tout le monde l'a déjà, genre c'est du déjà joué. Moi, je veux avoir des affaires que le monde n'a pas. Comment tu fais pour trouver des génétiques avec des terpènes comme ça que moi j'ai... On met le temps. On met le temps. C'est comme je dis, c'est ceux-là que je viens de dire que c'est mes winners finalement, là, Rubber Bands, Banana Cooler, Pink Bubblegum. C'était de fin 2022. En novembre 2022, j'ai popé les graines, puis après ça, j'ai fait la tri des mers. Je les ai testés. J'ai retesté une deuxième fois. Combien de temps à peu près, ça, je veux dire? 2022 à maintenant, on est rendu quasiment, on est en juin, fait quasiment 2 ans au complet, là. C'est genre 16 mois. Tu es capable de te dire que le Pink Bubblegum 4, c'est lui ton winner. Il s'appelle Bubble Buster maintenant. Bubble Buster. Bubble Burster, excuse-moi. OK. Tu sais, qui burst your bubble, qui est un pétard de bulles. OK. Pétard de bulles, parfait. Mais ouais, Pink Bubblegum, qui est Animal Cookies à Bubblegum Biscotti. Bubblegum Biscotti. Bubblegum Biscotti. Le Banana Cooler, comme on a mentionné tantôt, la génétique, sont toutes... C'est comme une palette de goûts complètement différents, mais tu vas voir les effets aussi, ils sont tous différents. Le Banana Cooler, il est plus entre les deux. Possum, tu peux faire ta journée avec, les petits pas. La soir, il t'endort, mais comme le jour, t'es correct. Le Pink Bubblegum, il te knock out. Le Banana Cooler, tu passes ta journée à le fumer. Là, je reviens encore un petit peu. Qu'est-ce que la personne qui nous regarde présentement chez eux commence justement à press puis à s'intéresser à la transformation? C'est quoi le mindset qu'elle doit se dire? C'est quoi les différentes étapes qu'elle doit faire pour se dire ça, c'est le chemin que je vais emprunter pour réussir à rentrer dans l'industrie éventuellement? Première des choses, mets-toi pas trop de pression. Pour le vrai. Parce que si tu t'essaies de follow une chose exacte, une recette précise, une recette magique, ça fonctionne pas comme ça. C'est trop assez de follow des guidelines de quelqu'un d'autre que ça fonctionne pour eux. Commence à apprendre avec des petits montants pour pas te brûler les portefeuilles parce que ça coûte vraiment cher de faire des erreurs. Puis y aller graduellement pour de vrai. Tu sais, t'as pas besoin d'une machine à 4000$, t'as pas besoin d'une machine à 10 000$, t'as besoin de vraiment une kit de plaques. Tu peux acheter ça même sur Charlotte Amazon. Un kit d'ad press qui s'appelle, que c'est genre 560$, c'est ta presse déjà intégrée. Tu peux jouer avec ça pendant longtemps. Là. Fait que, apprends à connaître l'effet de la pression et la chaleur sur ton produit. Puis ensuite, si t'es chanceux, si tu pousses ou que tu connais des bons pousseurs, d'avoir des bonnes génétiques qui font des bons résultats à washing,
Ou si t'es chanceux ou chanceuse, d'avoir quelqu'un qui wash puis qui te donne du hash, que tu peux lui acheter son hash pour le presser en premier. Il n'y a pas d'autre à pas tout faire de A à Z. Hein. Ça dépend ce que tu veux te spécialiser dedans. Mais c'est juste d'y aller avec son feeling. Tu sais, il y a des conseils vraiment standards comme moi, avec mon 150 à 190 ou ton eau qui est à 0. C'est la base. Après ça, tout le monde a leur méthode, tout le monde a leur manière. Il y a personne qui a la meilleure méthode. Il n'y a pas de meilleur produit. En bout de ligne, c'est vraiment ce que tu veux comme produit fini, fais-le ressentir par la manière que tu veux le faire. Puis, mets de toi, mets de la créative. C'est comme quand tu cuisines. Hein. Tout le monde fait la même recette, elle va pas goûter pareil. C'est là où ça devient pas juste comme ça une technique de travail, mais un art et c'est un produit artisanal. On t'a regardé travailler tantôt, puis tu sais, juste la façon, on mettra des images aussi pour illustrer, mais juste la façon que tu vas rechercher ta résine avec ton outil de métal, on voit que tu as posé ce geste-là 10 000 fois minimum, il te reste, tu sais. T'as une espèce de réflexe, c'est rendu inné, tu le regardes, tu lèves le flat, tu vas rechercher le petit bout qui allait coller, te déranger quand t'as refliqué ton papier. C'est quelque chose qui devient justement artisanal. Puis c'est avec les arts, la pratique, la force d'en faire. Est-ce qu'aujourd'hui, pour un conseil concret, tu sais, j'ai vraiment deux questions derrière ça, faut pas que j'oublie la prochaine, mais est-ce que tu conseillerais, par exemple, tiens, je vais la poser comme ça. Est-ce que quelqu'un devrait aller en mode, le jeune là, qui pourrait aller au cégep, par exemple, là, en brassage, là, puis en technique de cannabis, ça existe. Il y a Vas-y. Il y a des écoles de ça maintenant. Là. Vas-y. Puis l'autre patte, c'est faire tes essais-erreurs aussi, commencer un compte Instagram, faire de la visibilité, de faire connaître dans la communauté. Les deux, mais pas nécessairement dans le côté. Chris, c'est une école pour montrer comment brasser, prendre des vidéos là-dessus, puis dis que tu t'en viens, puis fais avec tes propres plantes, parce que tout le monde peut avoir une petite licence, là, prendre tes 4 plantes. Là, commence à faire ton Instagram avec ça aussi, mais fais les deux. J'avais pas la chance d'avoir des cours de cannabis, là, d'apprendre. Tu vas en apprendre tellement beaucoup plus sur la science derrière ça que tu vas pouvoir développer des affaires que même moi, je penserais pas. Je sais pas parce que j'ai le feeling que ça va bien que je suis capable de faire la même chose à quelqu'un d'autre. Là. Je suis confortable que j'ai créé une façon de travailler que même en huge batch, ça va quand même être du craft. Puis c'est parce que j'ai utilisé les bons outils puis j'ai des bonnes génétiques, mais ça prend tellement de temps. Puis de nos jours, tu peux en acheter des génétiques là, quand tu es rendu là-bas. Ça va pas être nécessairement être. Tu seras pas tout seul à l'avoir, mais tu vas quand même pouvoir faire des bons scales puis faire des bons produits pareils. Fait que si tu peux étudier là-dedans, fais-le. Mais aussi, si tu veux une place, fais ta place. J'ai peur que c'est faire tes 10 000 heures, tu sais, genre. Hein? J'ai l'impression que c'est comme fait tes 10 000 heures. Pour devenir bon dans quelque chose, fait tes 10 000 heures. On voit que c'est carrément ça. Ben, j'ai l'impression de parler plus avec un artiste qu'avec quelqu'un, tu sais, qui est dans un métier à suivre un code direct puis des formulations. Ben, c'est ça. Comme je dis, j'ai toujours des travails où est-ce que c'était comme t'as tes jobs, t'as tes autres, t'as ici, t'as ça. Mais quand je fais ça je suis ma propre compétition, je fais ça pour m'améliorer constamment. Fait que c'est vraiment artiste. Ça fait quand même 18 ans maintenant que je joue avec du H. Fait que ça fait, j'ai fait mes 10 000 heures, ça c'est sûr, là. Mais oui, c'est l'essai-erreur qui est vraiment intense. Mais si tu peux mitiger les coûts, parce qu'il y a des cours de ça, là, je veux dire, ça coûte cher, de faire des essais-erreurs avec du cannabis. Clairement. Donc, tu peux pas devenir incroyable du jour à la nuit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de compagnies qui font beaucoup de produits. Mais ils se vendent pas nécessairement parce que ça coûte cher de production, parce que c'est sûr, ils savent pas nécessairement ce qu'ils font de la bonne manière. Mais écoute, on est au début de l'industrie du cannabis. Hein. C'est sûr qu'il y a des grosses erreurs puis des gros échecs qui arrivent, mais c'est pour donner place à du monde qui veulent que ça s'améliore, que le consommateur ait le meilleur produit possible, à coût pas cher non plus. C'est pas parce que tu as des fleurs incroyables que tu vas les vendre plus cher, parce que réellement, tu le sais, qu'ils coûtent vraiment moins cher. Parce que, encore, je n'aurai pas de nom, mais tu sais, c'est un peu de l'abus. Moi, la manière que je vois ça, c'est que je veux pouvoir faire des produits, que je veux pouvoir les vendre à un prix que n'importe qui pourrait les acheter, puis qu'il puisse avoir un bon produit. Je dis pas que l'autre est mauvais, là, mais un bon produit que je sais que comme il a été mis en place avec l'amour de trouver des affaires pour aider certaines personnes pour certains problèmes, puis qui sont stables, puis qui sont testés et true, puis qui sont aussi en demande, puis de toujours amener de la nouvelle génétique aussi, parce que j'ai une banque immense de graines. Fait que même si je vais faire de l'extraction, je ferai pas de floraison, mais je vais faire quand même, je vais avoir des génétiques, je vais pouvoir demander à du monde de faire des hunt pour avoir des nouvelles génétiques constamment. Fait que le but, c'est de pouvoir toujours avoir de quoi que le monde ne savent même pas qu'ils veulent, mais ils vont vouloir, puis de leur offrir toutes les possibilités de se médicamenter de la meilleure manière possible. Yeah. Je ramène encore un peu à passer dans quelqu'un qui brasse, qui voudrait brasse, presse, whatever, qui voudrait s'en aller au légal. Tu nous as donné les conseils, puis le mindset, puis les idées. Qu'est-ce que peut-être tu t'attendais pas à avoir à franchir comme obstacle? Ou qu'est-ce qu'il y a des choses que
tu dis, ah oui, faut quand même penser à ça aussi. Tu sais, sans vouloir t'inspirer ta réponse, mais je pense, tout ce que tu parlais de SOP puis de paperasse un peu plus bureaucratique à faire, c'est ça? Ça, c'était pas le plus dur parce que je le faisais déjà dans les autres. C'est l'environnement. Je veux pas faire peur au monde, mais c'est un environnement très chaotique. Puis c'est pour ça que j'ai hâte qu'il y ait plus de bonnes compagnies avec des bonnes valeurs qui soient là. C'est une entreprise, c'est corporatif à fond. C'est penser que vous allez travailler dans une industrie de production manufacture. Là. C'est une manufacture, c'est pas des plantes, c'est pas le pot que tu veux fumer là-bas. Là. C'est vraiment, tu fais ci, tu fais ça, puis si tu fais pas ci, t'es out. C'est plus le côté. Penses-tu que c'est comme ça partout? Comme dans une micro, dans une... Une micro, non, c'est sûr que c'est vraiment 1000 fois mieux. Mais si vous allez travailler dans des gros LP, faites juste attention. Respectez-vous. Parce que c'est pas parce que tu veux travailler dans le pot que tu es obligé de subir nécessairement tout ce que tu vas entendre, il y a beaucoup d'argent qui ont été mis dans ces compagnies-là, puis quand ça va pas bien, ben ça se défoule sur tout. Fait que je dis pas que c'est toutes les compagnies, mais beaucoup de monde que je connais qui ont rentré sont sortis aussitôt qu'ils ont rentré. Mais micro, des nouvelles compagnies, nouvelle génération, regardez c'est qui l'équipe. Regardez, parlez aux gens, genre avant de juste signer, ah oui, je vais travailler dans une compagnie de cannabis, puis sauter de joie, puis finalement, c'est un peu ça qui m'est arrivé. J'étais comme jamais je retourne dans le cannabis, à part si je vais soit sur quelqu'un que je respecte énormément ou que je le fasse pour moi-même avec ma vision. Mais ça, il y a beaucoup de monde qui s'en viennent comme ça. Là. Fait que dans ceux qui sont à l'école en ce moment, là, puis qui se disent, ben, tu sais, si d'un an ou deux, il va avoir des meilleures places pour travailler là-dedans. C'est ça le plus dur pour moi. Les SOP, ça, je suis sûr que s'ils ont des cours de brassage, ils vont leur expliquer comment écrire suivre des guidelines. Hein. Tu sais, même quand tu lis ton contrat Apple que tu es censé en signant contrat de whatever. Tu dois le lire puis tu dois le suivre à l'aide. On le fait tous. On le fait tout, hein. On parle pas vraiment juste de l'environnement physique, mais vraiment l'environnement de travail, l'environnement aussi, l'équipe, I guess, tu sais, alors, éviter les équipes toxiques, les choses comme ça. C'est souvent la direction. C'est les équipes, parce que l'équipe a vécu toute la même affaire. C'est vraiment, tu sais, je vais pas nécessairement dire mon expérience, mais j'en ai beaucoup que tout le monde a de la misère à juste marcher puis comme tu veux aller prendre un café ou aller aux toilettes, t'as comme l'impression. C'est comme l'aller à l'école, là, genre tu te fais discipliner, genre. Ben c'est normal, là, encore là, c'est pas normal. C'est pas normal, mais c'est du monde qui ont mis, mettons, des centaines de millions de dollars dans une compagnie, puis c'est eux qui sont genre la tête de la compagnie, ben ça se peut que quand il voit son compte de banque baisser continuellement, ben il devient fou. Mais sans dire que c'est vraiment ça les histoires. C'est un peu, ouais, je pense qu'il y a des gens qui s'imaginent que l'industrie du cannabis, c'est juste rose vert, on rentre le matin, tout le monde est stone. Non, on est vraiment pas. On se dîner puis tout. Ça reste un travail, puis ça reste que des gens sont là pour faire rouler une boîte, que ce soit la personne qui fait pousser, la personne qui fait transformer, ou juste les gens qui emballent puis qui l'expédient. Puis il faut que ça suive des procédures. Faut être un robot. Faut être un robot puis faire sa ligne dans la chaîne. C'est une chaîne de production. Fait que toi, ça va être la solution pour réussir à arriver dans le marché légal sans avoir l'impression d'avoir quelqu'un au-dessus de toi qui t'impose d'être un robot? Ben, premièrement, c'est moi le CEO de la compagnie. Deuxièmement, l'équipe avec qui je vais aller, c'est du monde que je connais de confiance puis qu'ils vont mettre pas un gros montant, mais ils vont mettre un montant qu'ils vont savoir comment faire développer parce qu'ils ont déjà perdu de l'argent, fait qu'ils veulent pas le reperdre. Fait que le monde qu'ils vont vouloir mettre, ils savent qu'il y a une stratégie derrière ça. Petite équipe. Puis, tu sais, le monde que je vais engager, dans le futur, je sais comment se faire traiter mal, ben ça sera pas mal traité non plus. Là. Commence petit, mais à un large scale parce que t'es capable. Et ça, c'est moi. Là. Mais sinon, tu sais, c'est faut se respecter dans tout endroit. Tu sais, à un moment donné, il y en aura plus de dictateurs dans les compagnies de cannabis, là, parce qu'ils seront plus, là, tu sais. Il va y avoir du changement dans les prochaines années, c'est sûr. Il y en a plein qui ferment, il y en a qui vont être rachetés, il y a des facilités qui justement. il y a des millions qui sont rachetés pas trop cher. C'est là aussi qui est comme... Il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent dans le cannabis. C'est pour ça, c'est pas pour décourager du tout, là. C'est juste les 7 premières années, là, c'est ça, c'est nouveau. Puis, tu sais, on va pas se mentir que le monde y croyait au gold rush du cannabis. Fait qu'ils ont juste tout misé là-dessus. Fait que, tu sais, quand tu pars d'une industrie que tout roule vraiment bien puis c'est vraiment facile, mais tu comprends pas que des plantes, c'est vivant puis que c'est un certain timeline puis qu'après ça, il faut qu'ils se vendent, mais que quand ils sont vendus, il faut déjà que tu aies 3 lots déjà préparés pour les autres ventes. C'est beaucoup de frustration pour tout le monde, là. Fait que, au début, c'était tough, mais là, le monde
survivent, ils ont une bonne routine, puis c'est des bons environnements de travail, ça a l'air aussi, puisque le monde il reste là-bas. Le monde qui vont acheter des facilités, ça va pas être du monde qui vont juste comme... Il n'y a plus personne qui investit dans le cannabis. Non, c'est ça. Ça veut dire qu'ils savent un peu ce qu'ils doivent faire avec cette Ouais. installation-là, puis ils ont un plan probablement de business Exactement. étudié. Parce qu'il y a plus Exact. personne qui donne de l'argent pour le cannabis en ce moment. C'est étrange, mais je suppose que c'est comme ça dans plusieurs industries. C'est pas les first comers qui vont tant que ça se démarquer. Ils vont venir faire les expériences. Il y en a qui vont se planter. Les gens vont apprendre d'eux autres. Ouais. C'est la deuxième vague. La deuxième vague qui arrive, qui ramasse un peu les restants puis qui réussit à... Puis même la troisième, je te dirais. Aussi, ouais. Parce que il y a eu beaucoup de fermetures puis rachats là, déjà. Mais là, puis ils vont refermer. Fait que c'est la third wave. Ça s'en vient de mieux en mieux. Ça va finir par s'en venir de mieux en mieux. Comme juste de voir le monde qui sont déjà en train de changer l'industrie, qui sont là présentement, c'est déjà vraiment réconfortant. T'aurais dit un mot à dire, parce que je pense tout le temps mes pourcentages des Français et des Euros qui m'écoutent. C'est une question qui revient dans tous mes podcasts, même. Je suis sûr que quelqu'un va la poser à toi dans le podcast aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais à un Français qui voudrait s'en venir ici parce que lui, il aime ça là-bas, même si c'est illégal, il a son expérience, il fait pousser, il aimerait ça venir travailler au Canada dans une compagnie de cannabis, un Belge, un Français, un Euro en général? Ben, honnêtement, tout le monde que je connais qui sont venus ici, ils trippent. J'ai rien à dire négatif pour ceux qui sont français et belges. Surtout, tu viens de me nommer littéralement du monde que je connais qui sont français, qui travaillent dans l'industrie, puis qui trippent vraiment. Qui ont leur stress, mais au moins, ils n'auraient pas la chance de faire ça. Ça, c'est une bonne question là-dessus. Ben, en fait, le Belge, oui, il a appliqué. Il a pris un visa pour venir appliquer comme moi. Je suppose. Ouais, mais il y a pas vraiment de... T'as haute échelle et bas d'échelle. Il n'y a pas de milieu. Je veux dire, entre la personne qui fait de la sanitation, les corridors toute la journée. Différentes catégories d'applications. Ça, il faut vraiment que tu sois plus sanitation-oriented. Mais si tu t'en vas en culture, c'est soit que tu fais des clones ou que tu prunes, ou que tu fais pas mal toutes les tâches. T'as Master Grower, après ça, t'as les helpers. Mais tout le monde que je connais qui venait d'ailleurs pour venir genre un peu apprendre puis avoir la possibilité de, ils ont vraiment trippé. Fait que j'ai rien à dire sur le monde de venir ici. Il y a de la possibilité. Ouais. J'ai l'impression, en tout cas, en te regardant, ta passion, on t'a regardé travailler aujourd'hui, puis que si tu réussis à vraiment franchir le pas puis à concrétiser j'allais dire ton rêve, ça t'appartient, mais ton but, justement, de faire ça légalement, tu vas te réaliser en tant que personne. Tu te réalises déjà là, à travers ce que tu fais puis ce que tu as fait dans le passé. Puis moi, je pense que c'est la partie la plus importante d'avancer dans la vie par rapport à avoir un travail. C'est d'avoir l'impression de se réaliser. C'est là que tu le sens bien mentalement, que t'es pas tous les jours en train de te remettre en question à savoir ce que tu fais puis tout ça. Puis ça me vient justement, on en a parlé un petit peu plus tôt aussi avec tes débuts, ton adolescence, où justement ça vient un petit peu plus vibrer ça. Je pense que c'est important pour toi, la santé mentale. Right? La santé mentale, la santé physique, l'entraide, l'écoute, le tout. L'écoute. Mais, tu sais, moi, le cannabis, ça a toujours été une façon de pouvoir m'aider puis de pouvoir aider du monde qui souffrait. Moi, quand ma compagnie, parce que je sais que ça va fonctionner, va être viable, ben la majorité de mes parts s'en vont dans des programmes que je vais créer pour pouvoir aider les gens. Autant cancer que des maladies dégénératives. La santé mentale, c'est tellement tabou encore dans l'industrie. Comme je mentionnais, il y a beaucoup de pression. Puis il y a beaucoup d'ego aussi. Fait qu'il faut vraiment faut en parler. Puis on a l'intention de faire un panel justement au prochain Grow Up pour parler de la santé mentale. Il y a des suicides qui se passent dans l'industrie illégale à cause de toute la pression qu'il y a, le déclin. Il y en a autant dans l'industrie légale aussi, du monde qui vont vraiment pas bien parce que tu te fais crier après pour avoir genre, je sais pas, arraché une feuille de tronc. Quand tu te le fais pas dire exactement, tu sais, il y a vraiment beaucoup de pression que, tu sais, le cannabis peut aider beaucoup la santé mentale, mais l'environnement peut la nuire. Puis c'est deux sujets qui peuvent, autant que ça peut pas aider les gens aussi. Là, ça, tu sais, il y a les deux côtés de la médaille, mais c'est quelque chose que je veux vraiment beaucoup miser sur aider et discuter et pouvoir être ouvert à ça et que le monde s'ouvre à ça, autant dans l'industrie que dans la communauté que dans le reste. Moi, mon but avec tout ça, c'est pouvoir aider les gens. C'est pas... je m'en vais pas là-dedans de penser de devenir millionnaire parce que écoute, avec toutes les fermetures puis tout, c'est pas ça le but puis c'est pas ça la façon, mais c'est pour aider de la même manière que je peux le faire. Fait que c'est vraiment ça. Mais la santé mentale, pour moi, ça résonne beaucoup parce que ma famille est frappée par ça, beaucoup le Parkinson, on en a parlé un petit peu plus tôt. Mon grand-père a un syndrome de démence aussi, puis tout ça. Puis on parle des bienfaits du cannabis, le CBG de plus en plus, puis les autres molécules aussi. Fait que des gens passionnés qui s'en vont dans l'industrie, qui font justement avancer les choses, faire sortir des nouveaux produits. Moi, je pense qu'on en parle plus même dans l'industrie. Puis des gens qui ont les valeurs à la bonne place aussi. Ben, tu sais, quand on souffre, on veut pas que les autres souffrent.
Tu conseilles c'est quoi? Yeah. Fait que si tu peux aider de n'importe quelle manière, que c'est d'écouter ton ami ou de leur donner des produits, it's all a win. It's all about helping. Puis je pense que c'est la même chose dans la communauté. Si tu finis par être tout en équipe et pas tout en compétition, puis que tout le monde peut gagner, plutôt que d'être genre égoïste puis que tout le monde perd, why not share the love, tu sais? Yeah. Non, clairement. Clairement. On a une espèce de tendance, j'ai l'impression, c'est très québécois comme façon, à la minute que quelqu'un essaie de se démarquer des autres, de faire quelque chose. On est jaloux. On est jaloux. On est jaloux. Vraiment. Ouais. On est des jaloux insatisfaits. Mais ça, c'est plate à dire, mais tu l'as même dit, c'est toi qui l'as dit, là. C'est vraiment au Québec, puis c'est dans n'importe quelle industrie, même dans la musique, parce que moi, j'étais musicien, puis je regardais mes amis qui sont rappeurs, puis ils sont, tu sais, comme, au lieu de, comme, collaborer puis se faire remonter, ben, puis qu'ils gagnent comme dans les autres provinces, dans les autres pays, ici, c'est, fuck me, fuck this, c'est ça. C'est comme, dude. Genre, c'est pas le même qu'on succède, là, mais ça, c'est quelque chose d'autre. On peut probablement plus changer le monde que changer la mentalité ici. Clairement. Y a-t-il des choses qu'on a oubliées que t'aurais aimé aborder pendant qu'on a fait un dernier dab? Ben, j'allais dire un dab, ben... Tu me fais-tu essayer de tes bangers? Ben oui, Ah ouais, oui. non, moi je veux ton pink bubblegum, je vais pas l'avoir déjà. Tu veux-tu le Mothership? Tu veux-tu un gros ça? Je te fais ça. Ah ouais. Je te fais ça. Merci, en tout cas, man, à date, là, c'est vraiment... Ben, vous allez voir les produits éventuellement, que ce soit le début de l'an prochain ou la fin, ça va s'en venir. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. J'espère que le Québec va pouvoir enlever les bans, les vapes puis le THC, parce que c'est plate que ça doit se remporter dans tout le reste du Canada. À part du médical, puis une bonne plateforme médicale va avoir des produits aussi. Donc, c'est légitime, c'est juste plate de la SQDC, comme that's all. Je vais mettre ton lien Instagram aussi pour que les gens puissent te suivre. Oui. Et continuer à voir la progression de ce que tu fais. Mr. Professional, puis là-dessus, vous allez pouvoir avoir un lien pour mon portfolio aussi. Ouais. Puis, ben, c'est ça. Je suis très ouvert aux questions. DM. Ouais, ils peuvent me DM. Les DM sont ouverts. Je suis transparent. Donc, c'est noir ou blanc. That's it. Warlow, y a-t-il des questions que j'ai pas posées que quelqu'un qui presse chez eux aurait aimé poser? Qu'est-ce que tu fais avec la bétonnière? Qu'est-ce que tu penses de brasser avec une bétonnière? J'ai jamais ça. Non, là, il n'y a jamais eu de bétonnière. Je peux pas croire, c'est ça ta question. Fuck. Honnêtement, c'est pas la pire chose que j'ai entendue. Je dis... Non, c'est pas la pire chose que j'ai entendue. Une bétonnière, tu parles vraiment comme le truck, là, qui tourne le béton. Ben, dis-moi Carlette. Ben, faudrait l'essayer. C'est essai-erreur, hein. Écoute, ça fonctionne, c'est bon. Puis, c'est juste peut-être comme pas mettre tous les microns dedans. Parce que ça va finir par... ou séparer bien. Parce que ça va brasser en titane. Comment ça va? Attends, mais c'est quel celui que tu fais? Ouais, tu veux me faire un autre? Je sais pas. Ben, moi, j'ai essayé ton ping bubblegum, mais je m'en... Ah ouais, vas-y. Ah ouais, vas-y. Je vais peut-être le coaster, t'en fais. Là, c'est plus, man. Là-dedans, on va voir. Je sais pas si c'est assez chaud. We good? Ouais, ça devrait être pas pire ou peut-être trop chaud. Ah non, c'est une bonne température. Ah, c'est un bon dab, ça. That's good. That's good. Ouais, man, honnêtement, je pense qu'on va fermer ça ici. On va closer le livre. C'était un fucking beau petit podcast avec toi. De bel échange. En tout cas, content de te connaître plus. Ben ouais, man. Mais le mot de la fin, ouais, puis non, ça, c'est maintenant fini. Le mot de la fin sera essayez. Passionnez-vous. Faites vos 10 000 heures. Apprenez. Faites vos essais-erreurs. Puis dans tout ça, faites aussi attention à votre santé mentale, parce que c'est important. C'est pour ça, pas trop de pression. Sur les réseaux sociaux, on parlait de communauté, puis tout ça, le monde se juge, le monde se compare, le monde sont très négatifs aussi souvent sur les réseaux sociaux. C'est pas nécessairement la réalité. C'est tough, pour vrai. C'est pour ça, tu sais, mettez-vous pas de pression. Puis, quand j'ai dit je suis ma propre compétition, c'est parce que regarde pas ce que l'autre fait, parce que lui, il fait juste te regarder, justement. Compare à ce que toi, tu as fait talent, voir si toi, tu t'améliores. Ouais. Hey, s'il y a une couple de gens qui commencent peut-être à brasser ou à presser après avoir regardé ce podcast-là, moi, j'ai l'impression d'avoir fait mon job. Là. Merci. That's it. Thanks, man.
Merci tout le monde d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez plus de contenu comme ça. Vos pouces, vos commentaires aussi, c'est super apprécié. On se revoit dans un prochain podcast bientôt.